Bonsoir tout le monde. On va débuter. Bonsoir. Il y a des gens qui rentrent tranquillement. Donc, je vais me présenter. En fait, je suis Alexandra Mauger. Je suis conseillère en consultation publique. C'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer la séance de ce soir. Alors, l'assemblée de ce soir, elle porte sur le centre, je vais le lire, c'est un long titre, le centre de valorisation des surplus de matériaux d'excavation et centre de traitement des sols contaminés. Donc, il y a un peu moins d'un an, en fait, il y avait eu une première séance d'information et d'échange sur ce même projet-là. C'est quoi la différence ce soir? Bien, en fait, la Ville, elle va de l'avant et en fait, elle en est rendue à des modifications réglementaires qui sont nécessaires pour la réalisation de ce projet-là. On va tout vous expliquer ça en temps. Donc, je vais quand même souligner pour commencer la présence de Mme Marie-Josée Asselin. Elle est membre du conseil d'agglomération. C'est important pour ce soir parce que c'est un équipement agglomération, mais elle est également membre aussi du comité exécutif de la Ville. Non, pardon, vice-présidente. Pardon, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, responsable du développement durable et de la gestion des matières résiduelles. Je souligne la présence de quelques élus. Nous avons M. Jean-François Gosselin, qui est élu dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, également membre du comité exécutif, et M. Stevens Melançon, conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency seigneuriale. Merci de votre présence. Également, pour expliquer les modifications réglementaires, nous avons Mme Eliana Vivero, qui est conseillère en urbanisme à la gestion du territoire. Et pour tout ce qui est le volet, le centre en soi, les questions environnementales et tout ça, on a le soutien, vous les avez, elles étaient présentes l'année dernière, quelques-uns d'entre vous aviez pu assister. Donc, Mme Johanna Huard, conseillère en environnement, Mme Christine Gervais, également conseillère en environnement à la prévention et qualité du milieu. Et au besoin, s'il y avait des questions plus épineuses, nous avons M. Alibert, qui est directeur de la même division. Voilà. Donc, la séance de ce soir, comment ça se déroule? On va embarquer tranquillement sur la modification réglementaire qui est nécessaire. Ensuite, on va faire un bref retour sur le projet. Et puis, voilà. Et à la fin de cette présentation, on va pouvoir faire une période de questions et de commentaires. Les questions, on va y répondre. Les commentaires, on les prend. Il y a un rapport complet qui est fait de cette séance. Et ce rapport, il est soumis aux conseillers municipaux, les conseillers qui sont concernés par le projet. Et ça va être également rendu disponible, évidemment, en ligne. Le tout est public. C'est une séance qui est en ligne et en salle. Donc, nous sommes ce soir au centre de Monseigneur Loisy, centre de loisirs Monseigneur de Laval, mais j'ai également quelques participants en ligne. Et je dois vous dire que c'est moi qui gère les deux ce soir, donc autant en salle et en ligne. Donc, je vais vous demander, là, par certains moments, je vais me tourner vers les gens en ligne. D'ailleurs, la caméra est ici, la seule. Donc, bonsoir aux gens en ligne. Et puis, voilà, la séance de ce soir, il y a eu 2400 avis en porte-à-porte qui ont été distribués. La présentation, elle va être rendue disponible en ligne. Puis, voilà. Dernière petite chose, mais avant de diriger vers un mot d'ouverture. Donc, je vais juste rappeler un peu mon rôle. Moi, j'anime la séance de ce soir. On n'est pas beaucoup, mais en tout moment, je vais peut-être donner certaines consignes à certains moments clés. On va revenir aussi pour la période des questions et d'échanges. C'est vraiment dans un objectif pour que ça se déroule le mieux possible pour tous et que tout le monde puisse nous faire part là, de leurs commentaires. Voilà. Donc, sans plus tarder, Mme Asselin, je vous laisse ouvrir la séance. Bonsoir tout le monde en ligne. Merci beaucoup de votre présence. Merci M. Melançon, M. Gosselin aussi d'être présents ce soir. Merci aux citoyens qui sont là. Ce soir, on revient vous présenter la deuxième mouture, en fait, du Centre de valorisation des matériaux d'excavation. Suite à la rencontre de l'année dernière, il y a des modifications qui ont été apportées en lien avec les commentaires qui avaient été mentionnés la dernière fois. Je pense qu'on arrive avec quand même des solutions intéressantes pour certains enjeux que vous aviez soulevés. C'est un projet qui est extrêmement important pour la Ville en termes de développement durable parce que vous savez qu'actuellement, quand on génère des matériaux d'excavation sur un chantier, bien, on prend ces matériaux-là, on les envoie à l'extérieur de la Ville de Québec pour, après ça, acheter des matériaux neufs pour faire différents travaux. Avec ce site-là, on vient garder nos matériaux sur le territoire de la Ville de Québec et les réutiliser dans différents chantiers en fonction de leur niveau, entre autres de contamination. Mais c'est un projet qui est extrêmement novateur et qui fait l'envie de plusieurs municipalités.
Le site a été choisi avec soin, on l'a déjà rappelé l'année passée. Je vais laisser les professionnels vous refaire un historique, un topo de ce dossier-là, mais en termes notamment budgétaires, c'est un dossier qui est extrêmement, j'allais dire rentable, mais c'est même pas ça la question. C'est au lieu de payer pour des matériaux neufs et de payer pour se débarrasser de matériaux usagés, on vient vraiment dans un concept de développement durable, utiliser nos matériaux chez nous. Donc, c'est un super beau projet. Donc, ce soir, on vient vous présenter la deuxième mouture qui a été réalisée par les équipes là, suite à la consultation publique qui a eu lieu il y a à peu près un an et peut-être un petit peu moins qu'un an. Donc, je vais laisser nos équipes vous faire la présentation. Je les remercie à l'avance. On a vraiment des gens extrêmement compétents et dédiés, donc vous allez être en mesure d'apprécier les modifications qui ont été apportées. Merci beaucoup. Puis, une petite dernière précision, là, avant qu'on embarque sur la présentation, si les personnes en ligne, vous avez des enjeux techniques, là, vous pouvez utiliser l'outil Q&R qui est disponible au haut de l'écran normalement. Donc, puis on va essayer de vous accompagner pour les régler. On peut y aller pour la présentation. Donc, mon nom, c'est Eliana Vivero, conseillère en urbanisme et la gestion territoriale. Puis, aujourd'hui, je viens vous présenter l'Assemblée publique des consultations. C'est l'objectif de la séance, c'est de faire l'Assemblée publique des consultations. C'est une exigence de la LAU. On va présenter le projet des modifications réglementaires nécessaires pour la réalisation d'un projet des centres de valorisation des surplus des matériaux d'excavation sur les lots 6 621 609. Donc, l'objectif de la présentation, c'est justement de présenter toutes les modifications réglementaires nécessaires pour l'élaboration de ce projet, puis de répondre à vos questions et commentaires. Donc, les étapes, voyez sur l'écran, comme avait mentionné Madame Asselin, avant d'embarquer dans les projets de modification réglementaire, ici, on avait fait une séance d'information en 2024. Donc, suite à la séance d'information, on avait pris les commentaires que vous avez faits, puis on a travaillé un petit peu le projet. Avec ce projet, on a fait la première version du règlement. Donc, les règlements qui va modifier les normes d'urbanisme. Donc, suite à l'adoption de ce projet de modification réglementaire, aujourd'hui, on a la consultation publique, comme je viens de mentionner. Puis, après ça, on va faire l'adoption du règlement et l'entrée en vigueur de celui-là. S'il y a lieu, on fera des modifications, si c'est nécessaire, de ce règlement-là. Donc, pour décrire un peu l'historique, les contextes du projet, je vais laisser ma collègue Joanne. Merci. Je voulais vous en reparler un petit peu, déjà de faire un retour sur la séance d'information qui a eu lieu le 30 avril dernier. C'était une séance qui a été enregistrée puis qui est toujours disponible sur le site de la Ville de Québec. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette présentation. On avait notamment parlé de sa localisation, les activités, les mesures d'atténuation qu'on mettait en place, les gains aussi amenés par ce projet, le plan d'action, donc un peu les grandes dates. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les mesures d'atténuation qui ont été présentées ont été conservées. Il n'y en a aucune qui a été enlevée. Et pour donner suite en fait aux préoccupations, aux questions qu'on avait reçues, on va mettre en place un suivi des émissions de poussière et de bruit, tout en périphérie en fait du site. Puis ça, c'est pas une obligation réglementaire, c'est vraiment la ville qui veut s'assurer que lors de l'exploitation de ce centre, les mesures d'atténuation qui ont été mises en place soient efficaces et puis concordent avec les études qui ont été faites, que ce soit au niveau des poussières et donc au niveau du bruit. Pour revenir sur la circulation liée au centre de valorisation, comme on l'avait déjà mentionné l'année dernière, il n'y a aucune circulation qui est prévue par ce site sur le boulevard Louis XIV. La sortie se fera sur la rue Marius Fortier, puis le boulevard Armand Paris, qui va rejoindre le boulevard Raymond, puis l'autoroute Félix Leclerc.
On a demandé à notre service des transports et mobilité intelligente d'étudier un scénario. On a pris le scénario le plus critique. Donc, c'est pas ce qu'il y aura tout le long de l'exploitation. On estime à peu près 20% du temps, là, c'est à peu près à peu près 2 mois d'activité où on devrait avoir un fort achalandage. Donc, c'est à peu près 26 camions entrants, 26 camions sortants par heure. Ce que notre service des transports et mobilité intelligente est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas de problème de congestion. À savoir également que le scénario qui a été étudié est surestimé. Nous, au niveau de la capacité de notre centre, on est plus à 20 camions entrants, 20 camions sortants pour qu'on puisse répondre à la demande puis dans les temps. On a aussi soumis ce scénario au ministère des Transports, notamment pour voir s'il allait avoir un impact au niveau de l'entrée de l'autoroute Félix-Leclerc. Et le ministère des Transports a jugé que le nombre de camions additionnels était peu élevé et que c'était assez marginal. Il n'y avait pas de mesure qui allait être prise pour les activités du centre de valorisation par rapport au camionnage. Si éventuellement il en arrivait, on pourrait toujours discuter avec le ministère pour améliorer, par exemple, la fluidité au niveau de l'accès de l'autoroute. Au niveau de la localisation, si on reprend son emplacement, donc c'est l'ancien dépôt à neige de la ville qui était à Sérénité. Donc on voit l'accès à Marius Fortier. On est dans l'arrondissement de Beauport, donc le parc industriel au nord de Beauport. Si je peux dire un peu plus de précision, donc comme l'avait dit Madame Asselin, c'est un site qui a été sélectionné il y a à peu près 3 ans. Pendant 2 ans, on a regardé plusieurs sites, une dizaine de sites partout au Québec. Il n'y a pas eu un quartier qui a été isolé. Puis, pour plusieurs raisons, le fait que ce soit un secteur industriel, qu'il n'y ait pas de zone d'intérêt écologique, l'accès facile aux autoroutes, le fait qu'on est toujours dans un secteur industriel, ça fait en sorte que c'est le site qui a scoré le plus possible dans notre réflexion. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que Madame Asselin a fait un très bon résumé de pourquoi ce centre de valorisation a vu le jour. On a un besoin de valoriser nos matériaux et on va venir justement y répondre grâce à ce site-là. En rappel, pour les gains, on a mentionné le développement durable. Donc, on a étudié en fait les émissions de gaz à effet de serre qui allaient être réduites grâce à ce site-là, donc notamment avec le transport, mais aussi en détournant des sols qui devaient être extraits de carrières ou de sablières. En termes de résilience, comme je l'ai mentionné, les matériaux neufs viennent de carrières et de sablières, donc on vient limiter la pression qui est exercée sur les carrières et les sablières, et on vient préserver les milieux naturels. Et on a une véritable économie circulaire. Donc, l'idée, c'est tout le temps de réutiliser les matériaux que la ville va générer sur ses propres chantiers. Au niveau de la présentation, donc, ça a été un peu plus affiné, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas les grands principes restent les mêmes. Donc, on a à l'entrée le bâtiment administratif pour administrer justement le site. On a des balances aussi pour venir contrôler tout ce qui rentre et ce qui sort. On a un système de lave-roue pour la sortie des camions, donc s'assurer aussi que les camions ne viennent pas salir la zone industrielle de... Ah, ça va être plus facile. La zone industrielle de Marius Fortier. On a tout un système aussi de gestion des eaux en périphérie. Donc, un système de noues avec à l'entrée aussi des trappes à sédiments pour toutes les matières en suspension qui vont après ça se diriger au niveau du bassin d'eau pluviale. On a donc plusieurs aires d'entreposage. Donc là, par exemple, en vert, au fond aussi. Sur l'aire la plus au nord, donc celle qui est la plus éloignée des résidences, on va faire toutes les activités de tamisage et éventuellement de concassage. Mais ça, c'est une activité très ponctuelle qu'on devrait faire.
On a la partie centre de traitement aussi à gauche. Donc là, on a tout un système qui est séparé du reste du centre de valorisation, donc avec une gestion des eaux et de l'air qui vont être captés avec un traitement adapté en fait aux contaminants qu'on va gérer. On a aussi des dômes qui vont être mis en place pour tout ce qui est produit fini, donc pour s'assurer d'avoir une certaine humidité qui va être nécessaire en fait quand on va réutiliser les matériaux dans nos projets d'ingénierie, projets d'aqueduc, de voirie, etc. On a aussi ce qu'on voit en vert, la butte végétalisée qui va être tout en pourtour. On s'en rend pas bien compte là-dessus, mais elle fait à peu près 10 mètres de large partout. Donc, on va venir bonifier au nord là, avec la piste cyclable qui passe juste là, l'aspect visuel. Et puis, on a des entrepôts couverts aussi à cet endroit-là là, qui vont nous aider à gérer les sols qui sont le plus contaminés aussi dans les travaux d'urgence notamment. Je voulais aussi vous faire un petit rappel en fait sur les mesures d'atténuation qui ont été présentées puis qui sont maintenues et qu'on va pouvoir mettre en place lors de l'exploitation. Donc, toutes les voies de circulation vont être imperméabilisées. La vitesse de circulation sera limitée à 10 km/h. J'ai mentionné aussi l'entreposage couvert d'une partie des matériaux. On va aussi brumiser certaines activités, donc par exemple le tamisage, le brassage de sol, afin de limiter les émissions de poussière. On va laver les roues du camion avant leur sortie, puis on va aussi prévoir l'aspersion des voies de circulation aussi pour limiter les poussières qui pourraient être émises. Au niveau du bruit, on a une activité sporadique, on va dire, qui va avoir lieu sur le site, qui est le concassage. Donc, quand on va avoir cette activité qui va avoir lieu, on va créer un enclos, en fait, pour limiter la propagation du bruit par rapport à cette activité. On va aussi avoir des silencieux et des alarmes de recul à large bande pour toute la machinerie. Et la soufflante, en fait, qui est utilisée pour le traitement des sols contaminés peut être bruyante, mais elle sera mise dans un type conteneur maritime isolé, donc il n'y a pas de bruit qui va être entendu par cet équipement-là. Au niveau de l'ajustement réglementaire, on l'avait aussi mentionné la dernière fois que malgré le fait qu'on soit dans un zonage industriel, la nature du centre de valorisation déroge sur quelques aspects de la réglementation d'urbanisme. Et l'usage en fait du centre de valorisation est compris dans le groupe d'usage qui se nomme I4 Industrie de mise en valeur et de récupération, sont un usage spécifiquement autorisé pour le dépôt de matériaux secs. Donc, le règlement de zonage qui est proposé prévoit des normes d'urbanisme particulières qui ne vont s'appliquer qu'au projet. Donc, c'est limité vraiment au site du centre de valorisation. Puis, je vais redonner la parole à ma collègue. Donc, ces projets-là, il va être autorisé. On va utiliser l'article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec qui nous permet de faire justement des projets particuliers, des projets exceptionnels que celui-là on vous présente. Donc, c'est vraiment un article qui est utilisé pour des projets à échelle de la ville, donc des grandes infrastructures de la Ville de Québec. Donc, ce règlement, c'est le règlement RAVQ 1757. C'est un règlement qui ne contient pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, c'est pour ça que quand moi, je montrais un peu les étapes, après la consultation publique, on va passer directement à l'approbation du projet de règlement, à l'adoption du projet de règlement. Donc, au niveau des usages, comme ma collègue a mentionné, on est dans un parc industriel où on permet plusieurs usages industriels. Donc, on permet les I3, industrie générale, et I2, industrie artisanale, puis d'autres usages qui sont très communs dans ce type de parc industriel. Donc, les ateliers de réparation, ateliers de carrosserie,
puis tout ce qui c'est la réparation des équipements lourds. Cependant, le fait que ce soit un projet très particulier, il nous demande d'ajouter 2 usages. Donc, les projets de règlement présentés, ils viennent ajouter les groupes d'usage I4, donc l'industrie de mise en valeur et de récupération. C'est un usage qui n'est pas autorisé souvent à la Ville de Québec. Donc, c'est un usage très particulier. Puis aussi l'usage spécifiquement autorisé des dépôts de matériaux secs. Donc, c'est les 2 usages qui sont autorisés uniquement pour les lots du projet. L'autre élément qui sera ajouté pour ce projet-là, c'est de permettre une feuille de polyéthylène comme matériau de revêtement extérieur pour un bâtiment d'entreposage. Donc, ça dit quoi ça? On avait mis une photo, un exemple dans les fonds. C'est comme l'espèce de plastique qu'on va utiliser pour couvrir les dômes. Donc, ce matériau-là n'est pas non plus autorisé partout à la Ville de Québec. C'est uniquement là où il y a des entrepôts ou des infrastructures industrielles quand même d'une certaine envergure. Donc, c'est le cas ici. Donc, on vient autoriser la feuille de polyéthylène comme matériau de revêtement extérieur. Donc, au niveau des étapes, aujourd'hui, c'est la consultation publique. L'adoption du règlement, ça serait le 2 avril. L'entrée en vigueur de ce règlement, ça serait la fin avril. Le début des travaux, l'été 2025 et la mise en opération 2027. Et ça conclut notre présentation. Parfait. Merci beaucoup, mesdames. Ça nous amène donc à la période de questions et de commentaires du public. Donc, avant de débuter, là, quelques éléments. Déjà, petit rappel, la consultation, donc les gens l'année passée ont été rencontrés dans le cadre d'une séance d'information et d'échange. Comme vous le savez, dans ce type de projet-là, c'était une mesure en fait supplémentaire de la Ville. Ce soir, on se dirige vraiment sur le projet. Concrètement, on est vraiment dans les modifications réglementaires. Donc, on va prendre les questions, on va essayer de répondre le mieux possible, mais c'est certain que c'est vraiment le projet qui est présenté devant vous là, ce soir qui fait l'objet de la consultation. Il faut bien sûr venir pour les gens en salle, il faut venir au micro. Il faudrait aussi diriger les questions vers moi. On a des personnes en ligne, donc si on pose la question, si on est assis à sa chaise, les gens en ligne, ils ne pourront pas entendre. Ça serait un peu dommage qu'ils ne puissent pas entendre tous les échanges qui se déroulent. Pour nos personnes en ligne, il y a 2 options. On peut soit utiliser l'outil lever la main qui est au haut de l'écran. Je fais le signe de la main parce qu'il ressemble à ça. Sinon, il y a un outil qui s'appelle Q&R. Donc, si vous préférez poser votre question à l'écrit, vous pouvez l'utiliser. S'il y avait certaines questions qu'on n'était pas en mesure de répondre ce soir, on peut prendre vos informations puis faire un suivi là, un peu plus tard là, dans les prochaines journées. Je vais vous inviter, quand on vient au micro, de diriger les questions vers moi. Puis je vais m'assurer de les distribuer aux bonnes personnes. On va préférer les questions courtes, des réponses succinctes aussi. Je regarde les collègues autour de moi. Donc, les questions d'un maximum de 3 minutes, s'il vous plaît. Et on va les alterner en salle et en ligne. Et je vais toujours prioriser les premiers tours de parole. Écoutez, il est 19h23. On a bien du temps devant nous, mais tâchons là, de se limiter peut-être à 1 heure là, pour pas qu'on se couche trop tard ce soir. Et puis, évidemment, dans le respect. On peut ne pas être d'accord avec le projet, puis tout simplement l'exprimer, expliquer pourquoi. Si jamais il y a des éléments que vous trouvez positifs, je vous invite à les nommer. Comme on sait, on vit des temps un peu plus difficiles, on prend aussi les commentaires positifs et constructifs au passage. Mais j'ai très confiance en vous. Donc, sans plus attendre, on peut débuter. Donc, pour les gens en salle, pas de gêne, il faut juste effectivement diriger au micro. Puis... Alors, on me pose la question, mais assez. Il y a combien de personnes en ligne ce soir? Il y a 8 personnes en ligne, monsieur. Alors, j'ai une première question au micro. Approchez-vous, puis n'hésitez pas à vous présenter, nous dire si vous habitez dans le secteur. Oui, bonjour. Mon nom est Charles Bergeron. Je suis un résident à l'est de votre présentation. J'aimerais savoir s'il y a une limite de hauteur pour les débris et si la limite va être en configuration avec la bande verte que vous allez mettre tout le tour pour éviter par les vents dominants, parce que moi, à l'ouest, les poussières, justement. Et de quoi est composée votre bande verte? C'est-tu des
des végétaux étagés, puis en plus pour favoriser la faune un peu intérieure aussi de cette bande-là. Parfait. Et j'aimerais savoir les heures autrement dit, est-ce que ça va faire la nuit, le jour, les heures d'opération? Les heures d'opération, ben oui. Exact. Tout à fait. Ben oui, pas de souci. Puis en plus, je ne l'ai pas spécifié. C'est vrai que la présentation de l'année passée était un petit peu plus longue, puis on donnait ce genre de détails-là. Ça va nous faire plaisir de les rappeler. Puis si jamais vous pourrez aussi aller le regarder en ligne, il y avait l'enregistrement et la présentation au complet. Donc, je me tourne vers vous, mesdames. Donc, les hauteurs, je pense un peu de l'ensemble des bâtiments, puis des éléments sur l'écran végétal dans le jargon. Après, c'était les débris, c'est ça. Déjà, ce qu'il faut savoir que nous, c'est pas du stockage. Notre but, c'est vraiment les matériaux rentrent, on les conditionne et ils repartent. Donc, on n'a pas vocation en fait à stocker pendant des mois et des mois. Après, notamment au niveau des ce qu'on pourrait catégoriser comme matière résiduelle granulaire, c'est tout ce qui est pierre concassée. Ça, on a une limite de 3 mètres. Donc, on n'ira pas vraiment au-dessus de ça. Concernant la bande végétalisée, on va effectivement faire une butte. Je crois que le maximum, c'est à peu près 1,5 mètre parce qu'on vient mettre des végétaux. Nous, on a prévu 3 strates minimum, donc avec justement type herbacées, des arbustes et après ça des arbres, conifères et feuillus pour aussi avoir un couvert pendant l'hiver. Donc ça, c'est prévu tout autour. On vient mettre des végétaux un peu plus ornementaux au niveau de la piste cyclable, étant donné que c'est un passage justement emprunté par vous, les citoyens. Donc, on vient l'améliorer un peu plus. Les heures d'ouverture, c'est à peu près, normalement, c'est de 7h à 17h. Ça devrait être plus 7h à 16h, mais au cas où, on s'est gardé une fenêtre de 16 à 17. Les activités, c'est principalement à la fin de la période de dégel jusqu'à décembre. Et on va avoir des activités minimales l'hiver. Le site est a priori pas ouvert la nuit, sauf pour les urgences. Donc, par exemple, un bris d'aqueduc. Là, c'est seulement les camions de la ville qui peuvent avoir accès à ce site-là. Il n'y a pas un entrepreneur qui pourra rentrer sur le site s'il n'y a pas du personnel de la ville qui sera présent. Parce que ça aussi, là, j'en avais parlé la première fois, c'est un site qui est opéré par la ville, avec des opérateurs ville. Est-ce que je réponds à vos questions? Merci. Ça me fait plaisir. Peut-être pour les activités de concassage, si tu peux préciser que c'est quelques jours par année, là, les activités de... Oui, bien sûr. Les activités de concassage, en fait, ce qu'on a estimé dans ce projet-là, c'est que nous, c'est surtout les matériaux, donc les sols, pierres concassées, qu'on veut récupérer. On ne veut pas récupérer du béton ou de l'asphalte. Par contre, ça peut arriver que sur un chantier de voirie, de bande linéaire, lorsqu'on vient ségréguer les matériaux, qu'on se retrouve avec un peu d'asphalte, un peu de béton. Donc, au lieu d'aller emmener ça ailleurs, on peut avoir la capacité de les valoriser, en fait, de mettre du béton, de l'asphalte avec des granulats, et ça nous fait un mervin qu'on peut réutiliser après ça dans les projets d'aqueduc, de voirie, etc. Donc, l'idée, c'est d'accumuler ce béton-là et dans une période où on a le moins de vent possible, donc par exemple peut-être en décembre, de pouvoir faire cette activité qui devrait durer peut-être 3 semaines, gros maximum. Merci beaucoup. Bon, on a un petit commentaire en ligne, mais on a M. Parisé qui vous remercie là, pour la clarification et les détails fournis. Donc, merci. Monsieur, au micro. Oui, bonsoir, Mme Munger. Mon nom est Jean-Sébastien Roy. Je suis résident du 2268 de la rue Rouvière, donc carrément dans le détour sur Louis XIV. Et la poussière, on connaît ça dans le coin avec la Carrière Québec. Et puis moi, la question que j'ai, c'est quelle idée vous a passé pour la tête d'aller installer une telle infrastructure à côté de Carrière Québec puis de Béton Lagacé, deux entreprises qui n'en sont pas une infraction près au milieu au niveau de l'environnement. Ça, c'est ma première question que j'ai pour vous. Et la deuxième, c'est le citoyen, quand vous arrivez avec un projet comme ça, vous ne mesurez pas l'impact que ça va avoir sur la population. Parce que nous, moi, j'en ai fait une puis deux des plaintes, puis j'ai eu des courriels de M. Alibert, puis on nous envoie toujours au ministère de l'Environnement. On appelle le ministère de l'Environnement, on nous dit hey, c'est la ville. Puis à un moment donné, on réussit à avoir un évaluateur qui vient chez nous, un inspecteur.
Puis moi, il s'était intéressé à la thermopompe de mon voisin qui faisait plus de bruit au lieu de venir regarder ce qui se passait avec la carrière chez nous, en arrière de chez nous. Ça fait que moi, quand je vois ce type de projet-là, je me pose vraiment la question à savoir, à la Ville de Québec, l'intérêt et la santé des citoyens, elle est où? Puis c'est l'autre question que j'ai, c'est quelle compagnie qui est en arrière de ça aussi? Est-ce qu'il y en a? Ou genre, vous allez former votre monde? Y a-t-il des sous-traitants associés à ça? Parce que moi, ce projet-là m'a dit qu'une chose, c'est de mettre une pancarte en avant de chez nous au plus sacrant. Merci. Merci beaucoup là, de partager vos préoccupations. Donc, on va les prendre une par une. Donc, peut-être des éléments sur le choix du site. Là. Je pense qu'on entend bien, puis j'ai bien écouté aussi l'enregistrement de l'année passée. Évidemment, le projet vient s'insérer dans un contexte où est-ce qu'il y aurait certaines nuisances. Donc, peut-être des éléments sur le choix du site. Les impacts sur la santé, c'est quoi les mesures? Ils appellent ça des mesures de mitigation là, pour les éventuelles nuisances. Qu'est-ce qui est prévu? Puis enfin, peut-être des éléments sur le promoteur du projet. On peut y aller d'abord avec l'emplacement. L'emplacement, c'est ça. On a regardé plusieurs sites, une dizaine de sites avec plusieurs critères. On avait des critères, on va dire, rédhibitoires. Par exemple, il ne fallait pas que ça se trouve sur le bassin versant de la ville de Québec. On ne voulait pas aussi un site, un milieu naturel où on vient déboiser complètement. On voulait une friche possiblement industrielle qui soit bien desservie par les autoroutes. On en a regardé beaucoup avec des matrices justement où on mettait un pointage par critère. Puis au bout de 2 ans à peu près de recherche, c'est ce site-là qui a été sélectionné. Donc ça a été pris en compte l'impact sur les citoyens dans ce choix. Après, on entend effectivement qu'il y a la carrière qui est en pleine exploitation, qu'il y a Béton Provincial qui est au nord. C'est des entreprises privées. La Ville de Québec, je veux dire, je ne peux pas répondre de leurs actes. Après, nous, ce qu'on vient avec ce projet-là, c'est d'éviter que ça crée une nouvelle nuisance pour vous. Donc, on a mis des mesures de mitigation pour justement atténuer tout ce qui est poussière et bruit. On a une autorisation ministérielle qu'on a déposée auprès du ministère. Il faut qu'on fasse des études de modélisation atmosphérique et une étude de climat sonore. Donc, tout ça a été fait. Puis, avec les mesures qui sont en place, on respecte la réglementation en vigueur. Le promoteur du projet, peut-être il y avait des craintes là, par rapport à… Le site va être opéré 100% par la ville. Il n'y aura pas de sous-traitants. Ce sera des opérateurs de la ville, ce sera des gestionnaires de la ville. OK. Excusez-moi, mais c'est quand je parlais tantôt des incidents qu'on a au niveau de l'environnement à répétition, on a eu un bel exemple. C'est pas nous, c'est le ministère de l'Environnement, mais c'est parce que ce sont les citoyens de la Ville de Québec qui en subissent. Puis moi, jusqu'à date, chaque fois que j'ai demandé de l'aide, on m'envoie au provincial, puis le provincial m'envoie au municipal. C'est une roue sans fin. Et puis, l'autre chose aussi, je disais une chose, qu'il n'y a pas un incident près. Regardez, le 20 août 2018, le Journal de Québec titrait poussière noire sur Beauport, comme un nuage de mouches, et des résidents avaient reçu de l'huile sur leur véhicule, et puis ça n'arrête pas. Puis moi, je passe l'été à laver chez nous, là. Puis après ça, on nous arrive avec une infrastructure comme ça. Je trouve ça totalement inacceptable. Ben, écoutez, c'est bien entendu, puis merci d'être venu au micro, de nous en parler. Puis ce soir, en plus, vous avez vos élus là, qui sont présents pour vous entendre, donc ça a toute sa place. Je vois qu'on veut prendre le micro ici. Voir ce genre de projet-là implanté à Sillery ou à Sainte-Foy, mais il semble qu'à Beauport, on est juste bon pour recevoir ce type d'infrastructure-là. Peut-être que je peux compléter, monsieur, puis je comprends vos préoccupations, mais dans Limoilou, on a l'incinérateur, on a l'usine de biométhanisation, il y a des dépôts à neige ailleurs sur le territoire de la ville, fait que ça fait pas, il n'y a pas qu'à Beauport. C'est sûr que dans un milieu comme à Sainte-Foy ou à Sillery, des terrains comme celui-là, loin des résidences, dans des usages industriels, il y en a moins. Je comprends que votre préoccupation, mais c'est déjà un site où il y a déjà
des hauts degrés de nuisance. Puis on a eu la même discussion l'année passée quand on a fait l'évaluation. C'est les plaintes actuelles sont beaucoup plus sur les nuisances actuelles des deux entreprises dont vous avez parlé que l'ajout de cette infrastructure-là, qui est un site opéré par la ville pour lequel on a entièrement le contrôle. Est-ce que, puis on a ajouté des mesures de poussière, des mesures de bruit en continu, mais je veux juste revenir sur le fait que, tu sais, sur le territoire de la ville, la répartition des impacts, on a une carrière du côté de Val-Bélair aussi, une carrière sablière qui ne fait pas nécessairement l'unanimité. On en a une au Lac-Saint-Charles aussi. Donc, ça ne vise pas exclusivement Beauport. On doit répartir ce type d'usage-là sur l'ensemble du territoire de la ville. Donc, si vous parliez à des citoyens de Limoilou, ils vous diraient qu'eux autres, la gestion des matières résiduelles, bien, ils se retrouvent avec l'incinérateur et l'usine de biométhanisation. Donc, je comprends vos préoccupations. Puis ce qu'on veut, c'est, on ne veut surtout pas ajouter des nuisances par rapport aux deux infrastructures présentes qui en génèrent déjà. C'est pour ça qu'on en a fait un site exclusivement géré par la ville, parce que ça va être nos employés, nos gestionnaires qui vont être redevables et non pas une compagnie privée à qui on va devoir demander de rendre des comptes, ce qui nous met dans des situations des fois plus complexes en termes d'application réglementaire. Je vais laisser Mathieu compléter, mais c'est vraiment pas dans l'objectif de dire les citoyens de la périphérie. Je suis une élue de la périphérie. On n'a certainement pas l'intention que les quartiers de la périphérie soient pénalisés par rapport à d'autres quartiers. Voyez pas là une intention malveillante envers Beauport. Non, mais ça n'a pas de bon sens de venir coller ça avec les deux carrières. Ça n'a aucun bon sens. Je vais laisser M. Alibert terminer, faire le complément de réponse. Par la suite, monsieur, j'ai une main levée en ligne, donc on va... Je ne suis pas là pour monopoliser la... C'est bien correct. Je vais exprimer mes préoccupations, c'est tout ce que je veux faire. Oui, pas de problème. En complément, effectivement, ce site-là va être sous la responsabilité de la Ville de Québec. Donc, le respect du certificat d'autorisation qui va nous être délivré va être pleinement sous notre responsabilité, alors que l'opération des industries aux alentours d'extraction, on n'a aucune compétence pour faire appliquer les autorisations du ministère de l'Environnement. Cependant, c'est quand même des secteurs qui nous préoccupent, que ce soit ce secteur-là de Beauport ou le parc des Carrières, là, dans le coin de Charlesbourg, arrondissement des Rivières. On est-tu aux Rivières? Non, on n'est pas aux Rivières, hein? Oui. Oui, des Rivières. Et en lien avec ces préoccupations-là, on a créé aussi une commission consultative sur la qualité de l'air. On a un plan d'action pour une saine qualité de l'air extérieure et ça fait partie des préoccupations qu'on souhaite aborder en mettant toutes les parties prenantes autour de la table, en ayant une représentation également des citoyens. On va chercher le ministère de l'Environnement, le ministère du Transport et on veut trouver des solutions avec eux pour réduire les nuisances que vous pouvez vivre en habitant à proximité de ces industries-là. Ce qu'on souhaite démontrer, c'est qu'on est capable d'avoir une activité qui implique des matériaux en vrac sans avoir d'impact sur l'environnement immédiat par des bonnes pratiques. C'est la raison pour laquelle on va mettre en place un réseau de surveillance de la qualité de l'air, des émissions de poussière, mais aussi du bruit, pour faire la démonstration que en amont et en aval des vents dominants, on va être capable de dire, ben, voici notre contribution et qu'elle n'aura pas d'ajout en fait sur la qualité de l'air de façon générale. J'ajouterais peut-être un petit élément du côté de la carrière au nord de Pierre-Bertrand, Louis XIV, dans ces coins-là. Il y avait un groupe de citoyens qui s'était mobilisé, puis il y avait eu la création d'un comité de bon voisinage avec des entreprises et des citoyens qui avait emmené à la mise en place de certaines mesures de mitigation, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Donc, à la commission consultative sur la qualité de l'air que je préside, on a un sous-comité de travail qui adresse essentiellement la question des usages de carrières et sablières qui s'est mis en place pour que les travaux qu'on avait faits pour le sous-comité carrières sablières de Louis XIV puissent s'étendre à d'autres. Puis le projet Ville de Québec, on veut en faire un projet ville, puis un projet exemplaire avec des unités de mesure pour pouvoir dire après,
dans des anciennes carrières, des anciennes sablières, voici les éléments qu'on a pour mesurer, puis voici comment on peut faire ce type de travaux-là sans avoir d'impact sur l'environnement. Donc, dans la mesure où on fait des activités couvertes, qu'on met en place toutes les mesures de mitigation et les unités de mesure et dans un site opéré par la Ville, je pense qu'on est capable de faire la démonstration pour d'autres après, pour d'autres industries autour qui causent des nuisances, comment on peut faire pour améliorer la situation. Je vais faire un complément de complément. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. La main s'est baissée en ligne. L'objectif aussi, quand on s'est installé là, ce qu'on souhaitait, c'est réduire la circulation sur le boulevard Louis XIV. Donc, c'est pour ça qu'on va circuler uniquement sur Armand-Paris et que les citoyens qui sont à proximité à l'est du boulevard Louis XIV devraient pouvoir observer une réduction de la circulation des véhicules lourds. Donc, vous semblez bien, parce que peut-être une dernière question. Donc, à l'étape-ci du projet, il n'y a aucun moyen je disais que ce n'était pas susceptible à un référendum, donc techniquement, ça va de l'avant quand même que j'exprime mes craintes ce soir. Ce qui me déçoit un peu, c'est de voir à quel point on est convaincu que c'est un bon projet. C'est un excellent projet. Vous êtes issu du domaine de la santé, vous, hein, je pense? Absolument. Ah oui. Et puis, vous appuyez ça? Ben, écoutez, si on regarde si on parle. C'est incroyable d'entendre ça. Mais pardon? Non, ben, Madame Asselin. Non, mais je n'ai pas entendu la dernière phrase, c'est pas grave. Là, mais invité oui, je suis issue du milieu de la santé. Puis quand on regarde la quantité de GES qu'on gaspille, qu'on dépense pour prendre nos matériaux à Québec, aller les porter à Thetford Mines, revenir avec un camion vide, aller racheter du matériel neuf ailleurs, issu d'une carrière où on fait du concassage, parce que les matériaux neufs qu'on achète, on les prend dans une carrière ou dans une sablière où il y a des gens qui habitent autour aussi. Il n'y a pas juste les gens qui habitent autour de ce projet-là, il y a tous les gens qui habitent autour de carrières et de sablières. Donc, plus on est obligé d'extraire des matériaux dans nos carrières, nos sablières, plus on crée de nuisances chez d'autres citoyens. Donc, l'objectif, c'est, au lieu d'extraire des nouveaux matériaux, ben, c'est de garder nos matériaux chez nous, puis d'arrêter de promener des camions pleins jusqu'à Thetford Mines, de revenir avec un camion vide, puis d'aller racheter des matériaux qu'on a extraits d'une autre carrière. Donc, oui, je suis issue du milieu de la santé, monsieur, puis quand on regarde globalement, je comprends qu'il peut y avoir des impacts à proximité de certains sites, mais quand on prend une décision ville, agglomération, c'est un bon projet. Merci. Puis juste pour rappeler, ce soir, ça reste une consultation publique. On est là ce soir pour entendre et c'est le moment d'exprimer si vous êtes en faveur ou contre. Puis peut-être juste un petit rappel, mais je vous inviterai quand même à ne pas vous attaquer à la compétence des personnes qui sont face à vous. Ces personnes-là sont très compétentes et c'est pour ça qu'elles sont à l'avant ce soir. Madame au micro. Oui, bonjour, Micheline Boutin. C'est peut-être décousu qu'est-ce que je vais parler, parce que l'année passée, tu sais, je n'ai pas entendu parler. J'ai une couple de questions. Le niveau de contamination, vous parlez de ça. Il y a quel niveau de contamination qui va rentrer? Puis, qui est sur l'environnement? Vous êtes sur matière résiduelle. C'est qui est sur l'environnement dans la ville? C'est vous aussi? Oui. Qui est sur l'environnement? Fait que quand il y a quoi sur l'environnement, c'est directement à vous? Oui. Ben, okay. Comme élu, il y a des gens plus compétents que moi qui travaillent à la ville. Je suis l'élu responsable des dossiers environnementaux, mais il y a une direction qui s'appelle la prévention de qualité du milieu que M. Alibert dirige. Donc. OK. Je vois deux entrées, là. Vous parlez de pistes cyclables. C'est quoi cette rue-là? Il n'y aura pas de circulation de véhicules lourds du côté de Louis XIV. Mais il n'y a pas une entrée, là? Donc là, il y a une entrée qui existe déjà. Elle ne sera pas condamnée. Elle peut éventuellement être utilisée par un véhicule léger, une automobile d'un employé éventuellement. Mais on va, comme vous le voyez, ils seront invités à se stationner via la rue Marius Fortier. Vous voyez la petite zone où il y a du bleu, c'est le stationnement des employés. Donc, à toute fin pratique, c'est le passage qui est existant actuellement et qui était jusqu'à temps que le dépôt à neige cesse ses activités, il a été utilisé en période hivernale, mais il n'y aura aucune circulation qui se fera à cet endroit-là. OK. On parlait du bruit, puis la matière qui se casse, ça fait une vibration. OK. Il y a des grottes. Est-ce qu'ils ont vérifié les grottes qu'il y avait? Il y a plein de grottes dans ce coin-là?
Non, il n'y a pas de grotte. Comme les sols karstiques, là. Ouais. Est-ce qu'on a des éléments sur les sols karstiques dans ce coin-là? Il y aura pas d'incidence de vibration, il n'y a pas de, à part peut-être le concassage, mais il sera sur chenille avec un concasseur. Là, il n'y aura pas de vibration qui aura au sol, il n'y a pas de. Il n'y a aucune vibration. OK. Non. J'ai noté aussi cheminée. J'ai pas vu de cheminée parce que si Saint-Laurent, il en faisait de la poussière. Fait que, puis il y avait une cheminée. Est-ce qu'il va y avoir une cheminée? Parce que la poussière, il faut qu'elle sorte à quelque part. Le site n'est pas couvert partout. La cheminée qu'il y aura, c'est notamment pour le traitement des sols contaminés. Donc là, l'air, une fois qu'il est extrait du sol, il va être traité. Puis là, après, on le remet dans l'air une fois traité. Donc, il n'y a pas de particules fines d'émises par la cheminée, c'est comme une ventilation. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de... Mais quand tu concasses la pierre, il y a de la poussière qui dégage. Les activités de concassage, ils vont être faits déjà dans des conditions très restreintes et on aura un brumisateur au besoin. On a aussi des mini brumisateurs en fait qui sont sur trépied qu'on peut mettre directement à la sortie du convoyeur, donc qui est souvent l'endroit où il y a le plus de poussière. Et on peut aussi, ce qu'on prévoit de faire au moment où on doit le louer, c'est de demander un convoyeur fermé. Donc pour avoir juste finalement à la sortie le matériel qui devrait émettre des poussières, mais avec des brumisateurs ciblés, ça viendrait justement abattre les poussières qui seraient émises. C'est quoi, dans ma conception, quand on concasse, il y a de la poussière, il faut qu'elle y aille quelque part. Mais en fait, ce ne sera pas dans un milieu fermé. Ça veut dire qu'elle va passer partout, la poussière? C'est ça que vous me dites? Mais comme je vous l'ai dit, en fait, il y aura une bâche par-dessus. C'est vraiment dirigé, en fait. Quand ça concasse, c'est dans une boîte fermée. Après ça, ça passe sur une courroie. Là-dessus, ça va venir. En général, les équipements peuvent être équipés justement d'une bâche par-dessus pour limiter la propagation de poussière. Après ça, on a un convoyeur là qui vient décharger le matériau en pile. À cet endroit-là, on viendra mettre justement des mini brumisateurs à cet endroit-là, mais on aura aussi un brumisateur beaucoup plus gros. Brumisateur, ça ressemble en fait à un canon à eau. Là, je l'avais en photo, je ne sais pas si je l'avais mis. En fait, on vaporise de l'eau pour rabattre. Ça va ressembler à ça, la brumisation, là, quand on va faire du concassage. Puis le concassage, comme on l'a dit tantôt, c'est pas une activité qui est souhaitée. L'objectif, c'est par exemple, si on ramasse des matériaux d'excavation, on se retrouve avec une galette d'asphalte à travers le reste des matériaux, mais ce n'est pas un site de concassage. C'est vraiment dans le contexte où on ramasse Parce que les matériaux d'excavation, c'est on refait une rue, on refait les grosses... L'objectif, ce n'est pas d'amener ça là pour faire du concassage. C'est une activité pour se débarrasser de galettes qu'on aurait ramassées accidentellement dans des travaux d'excavation, mais l'objectif, c'est pas un site de concassage, c'est vraiment une activité. On va accumuler, ils vont accumuler jusqu'à temps d'en avoir assez pour faire une demi-journée de concassage pour... On estime à quelques jours par année, pas plus. Et si ça venait à être plus important, l'orientation qu'on a, c'est qu'on fasse cette activité-là ailleurs. Mais actuellement, c'est quelques jours par année. Là, mais ce n'est pas l'objectif de ce site-là, c'est pas de faire du concassage, c'est de ramasser du... OK. C'est sûr qu'on entend bien, mais... C'est de ramasser du sable, du 0,75, de la pierre concassée, des choses comme ça, mais pas des morceaux de béton ou des galettes d'asphalte. C'est vraiment pas l'objectif du lieu de valorisation de matériaux. L'idée, c'est qu'ils circulent le plus vite possible. C'est pas d'être obligé de les... Un camion arrive vide, il repart, arrive plein, il repart, arrive vide. Arrive plein, il repart plein. C'est ça que je veux dire. Mais c'est la circularité des matériaux qu'on souhaite. OK. Ça veut dire qu'il va arriver plein, puis il va prendre d'autres choses qui n'ont pas été... Il n'a pas été concassé, il va le prendre, puis il va les reporter ça ailleurs. Pourquoi qu'il ne va pas tout de suite le porter ailleurs? Question de blonde, là? Non, mais c'est tout à fait pertinent. Mathieu, si tu veux, je pourrais reprendre le projet. Vas-y, Joanna. Comme on l'a dit, je pense que j'ai presque parlé 40 minutes la première fois que j'ai fait la séance. Donc, c'est vrai que j'ai pris le temps d'expliquer ce qu'on allait faire. Mais donc, en gros, nous, ce qu'on veut prendre principalement,
c'est tout ce qui vient de nos chantiers Ouais. ville. Il y a seulement les chantiers de la ville qui vont être reçus à ce centre-là. On veut recevoir tout ce qui est du sable, de la terre, de la pierre concassée. C'est ça qu'on vise principalement. Après ça, pourquoi on ne peut pas les valoriser tout de suite en place? C'est que ils ne respectent pas nos exigences dans l'état actuel. Souvent, c'est à l'époque, ils se retrouvent mélangés. Des fois, quand on construit une route, on a des couches. Là, on va mettre différentes couches en fonction de la grosseur des particules, la proportion de fin, etc. Puis ça peut se retrouver mélangé. Il faut que ces matériaux, ils respectent nos exigences quand on va les réutiliser dans la rue. Le problème, quand on a des chantiers de construction, c'est que il y a plusieurs raisons. On n'a pas la place de les faire. Donc, on imagine par exemple une rue. On n'a souvent pas la place d'un camion. Le camion, il arrive, il se fait charger, il repart tout de suite. Donc, on ne peut pas entreposer nos sols là. En plus de ça, ça demande une autorisation ministérielle pour traiter ces matériaux, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'en faire une pour chaque chantier. Et souvent, ces matériaux-là, ils ont juste besoin d'être conditionnés pour qu'on puisse les valoriser. Donc, tant qu'on n'avait pas un site qui permettait de faire ce conditionnement, ben, on ne pouvait pas les valoriser. Ça nous prendrait vraiment un endroit où on puisse justement arriver les matériaux. Ils vont être ségrégés par type. Donc, par exemple, on va avoir le sable d'un côté, la pierre de l'autre. On va s'assurer qu'ils respectent les qualités environnementales pour la valorisation. Donc, tantôt, vous avez parlé de contamination. Nous, ce qu'on veut, c'est les sols non contaminés. On veut des sols aussi qui respectent les usages résidentiels. Ça, c'est les sols qui vont être valorisés. Ensuite de ça, on a un centre de traitement parce qu'à la ville, la plus grande proportion de contamination qu'on retrouve, c'est tout ce qui est contaminé, par exemple, par de l'essence, par des stations-service ou autres, là, qui avec l'essence, le diesel. Ces sols-là, on va être en mesure d'abattre le niveau de contamination. On va mettre en place un traitement qui fonctionne c'est un traitement biologique. Donc, en fait, on va venir optimiser les conditions de croissance des bactéries qui se trouvent naturellement dans un sol pour qu'ils viennent, en fait, dégrader les contaminants. Donc, une fois que ce sol-là va atteindre un niveau valorisable, donc un niveau qui est compatible à un niveau résidentiel, on va pouvoir, en fait, faire une sorte de gâteau, c'est-à-dire qu'avec les différents matériaux, on va les mélanger pour obtenir, en fait, un matériau utilisable pour la ville. Donc, on va avoir plusieurs catégories. Des fois, on pourrait nommer du MG112, du MG20, du MR20, etc., qu'on justement va entreposer dans nos dômes et qu'on va revaloriser en fonction des besoins de la ville. OK, ça veut dire que c'est des contaminants qui veulent rentrer, vous allez mettre des produits dedans. On ne met pas de produits dedans. En fait, on vient... T'élimines, moi, d'habitude, c'est un nettoyant. Tu mets un nettoyant. Ben, en fait, souvent... Je dirais que dans le sol, si vous laissez assez longtemps un sol avec de l'essence, ça va finir par se dégrader. Il y a de la dégradation naturelle. Nous, ce qu'on vient faire, c'est accélérer en fait ce processus. Donc, c'est par exemple en s'assurant qu'il y a assez d'air dans le sol. Les bactéries, elles ont besoin d'air pour fonctionner. On va mettre de l'engrais. Je dirais que c'est pas mal le seul produit qu'on va mettre parce que les contaminants, c'est une source de carbone. Donc, nous, en rajoutant, par exemple, de l'azote, ça va favoriser le développement des bactéries qui vont dégrader ces contaminants. OK. L'azote, c'est quoi? Ben, en fait, pour le fonctionnement d'un organisme, ça prend plusieurs nutriments, plusieurs éléments, puis c'est un en particulier. OK. Oui. Quand vous mettez de l'engrais pour vos plantes, là, souvent, c'est en NPK, là, azote, phosphore, potassium, puis c'est ça, Je ne suis pas chimiste. Non, il n'y a pas de problème, je m'excuse. Mais est-ce que votre préoccupation, c'est que ça génère certaines pollutions pour le secteur? Ah, c'est sûr que ça va générer de la poussière. Ça va passer. Ben, mais c'est mon opinion. Là, quand tu casses la pierre, tu fais juste vider les camions, on va faire de la poussière. Fait que, je pense qu'il y a quand même plusieurs... Absolument. Les mesures de mitigation ont été présentées. Madame, vous avez droit à votre opinion. Oh oui. Puis, on l'accueille. Écoutez, je voulais savoir à qui m'adresser quand il va y avoir trop de poussière. Vous m'appellerez. Vous connaissez mes coordonnées? Oui, il n'y a pas de problème. Puis, l'autre chose, c'est que ce n'est pas 100% de nos matériaux qui vont aller dans ce site-là. On estime à peu près à 50%. Il y a des choses qui ne seront pas valorisables, qu'on va continuer à envoyer ailleurs.
Donc, c'est à peu près 50 là, de l'ensemble des matériaux issus de Ça l'excavation. veut dire qu'ils savent avant qu'ils arrivent là ou quand ils arrivent là, vous, Ben, ça vous va dépendre, testez? ça va dépendre des chantiers, ça va dépendre de différentes choses, mais c'est pas 100 de tous les chantiers qui vont amener leurs matériaux là-bas. Capacité de stockage aussi. L'objectif, c'est il y a une capacité à ce site-là. On l'a dit tantôt, pas plus que 3 mètres. Ben, c'est sûr que l'objectif, si on atteint cette hauteur-là, ben, les matériaux vont aller ailleurs. On a un certificat d'autorisation qui nous oblige à certaines hauteurs. Donc, c'est à peu près, on estime à peu près à 50 des matériaux qui vont être générés, là, qui vont être acheminés sur ce site. OK. Puis le projet ou le règlement 74.4, ça veut dire qu'on personne n'a le droit de dire rien, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Vous avez le droit de dire des choses. La preuve, il y a eu des changements depuis la première mouture du règlement, mais dans une infrastructure municipale. Donc, on utilise ce règlement-là. Même chose pour faire, par exemple, du logement social. Il n'y a pas d'approbation référendaire. On consulte les gens, on informe les gens, mais quand c'est une infrastructure municipale, tantôt, j'ai dit, il y a le plus grand bien pour l'ensemble de la communauté. Il faut, à un moment donné, que ces activités-là se fassent à quelque part. Donc, c'est dans ce contexte-là que le 74.4 est utilisé. Notamment, on peut le faire pour des infrastructures comme une usine de traitement d'eau, une station de pompage, des choses comme ça qui rendent des services globalement à la collectivité. OK. Puis pour l'environnement, vous mettez des capteurs. Est-ce qu'on va avoir Dernière ça question? Oui, sa dernière, Oui, Pauline. s'il vous plaît. Les capteurs d'environnement, est-ce que ça va être sur le site à quelque part pour me dire si la poussière équivaut à quoi? Parce que je ne connais pas les normes, là, mais ça va être sur le site assez régulièrement? Mais ou une fois par année? C'est notre souhait. On n'a pas encore les capteurs et le système en acquisition, mais le souhait, c'est de communiquer à la population, fournir le plus d'informations possible sur justement qu'est-ce que génère le site en termes de bruit ou en termes de particules. Donc, je ne peux pas vous dire tout de suite ça va être à quelle fréquence, mais oui, ça va être communiqué à la population. C'est pour ça qu'on a fait cet ajout-là là, pour rassurer la population du secteur sur notre volonté de bien faire le travail et de vous communiquer les résultats de ce travail-là. C'est bon, merci. Merci à vous. Alors, je vais prendre l'intervention en salle. Après ça, j'ai une main en ligne, mais ça fait longtemps que madame attendait, donc allez-y. Puis, parfait. Oui. Bonjour, mon nom c'est Audrey Croteau. J'habite également sur la rue Rouvière. Je vais vous poser une question en partant. Là. Si je vous parle de l'avenue Larue et de la rue de la Sérénité, est-ce qu'à ce stade-ci du projet, vous savez de quoi je vous parle? Êtes-vous capable de visualiser c'est où sur la carte? Oui, parfait, excellent. Donc, mon premier point concernerait la transparence du projet. Moi, je trouve que c'est, c'est évidemment un méga projet. J'ai assisté à la première rencontre d'information. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi celle-ci s'appelle consultation, parce que dans le fond, le projet, moi, j'ai l'impression qu'il était déjà décidé d'avance, puis que finalement, on doit l'accepter. Oui, il y a une petite modification. Mais en tout cas, je vais revenir un petit peu plus tard sur les problématiques réelles qu'on vit dans notre quartier et qui ne seront pas réglées avec les mesures de... Ça vient rien régler. Ça vient rien régler, mais moi, en tout cas, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, concernant la transparence du projet, moi, j'ai participé à la rencontre un peu par hasard là, au mois d'avril l'année passée. J'habite vraiment dans le secteur à côté et je n'avais pas reçu le dépliant de convocation pour la première rencontre. Cette fois-ci, je l'ai reçu. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne là, au niveau du porte-à-porte, mais j'en ai eu 1 sur 2. Ensuite, je suis inscrite pour recevoir les communications de la Ville de Québec. Je n'ai rien reçu par rapport à la rencontre de ce soir, alors que je reçois à peu près 1 fois par semaine des invitations de toutes sortes. Je vais vous donner quelques exemples. 14 mars, séance d'information sur la protection des sources d'eau potable. J'ai été informée qu'un citoyen fera une demande de dérogation pour sa propriété parce que je fais aussi partie du conseil de quartier. J'ai d'ailleurs décidé de m'impliquer en septembre avec ce qui s'en venait dans mon quartier. Je suis informée qu'il y a des séances d'information sur la biodiversité, des invitations à des projets de recherche. Le projet qui nous occupe ce soir est un méga projet et je n'ai pas été informée via les lettres auxquelles je suis abonnée à la Ville de Québec. Et on nous avait dit à la première rencontre que si on était inscrit, nous recevrions l'information et ça n'a pas été le cas. Si c'est le cas, vous avez absolument raison de ne pas être satisfaite. Je vais peut-être passer la parole à ma collègue d'interaction citoyenne.
Mais si vous avez eu 1 sur 2, il n'y a pas de raison parce que c'est le même processus. Ça, c'est par la de poste. discussion. Suivant la première rencontre, je suis abonnée aux infolettes. Je n'ai rien reçu par rapport à l'infolette. Je ne remets pas ça du tout en question. Je vais poser les... Parfait. J'aimerais ça, vous pouvez aller directement à votre propos. Ben, c'est la première partie de mon propos, puis je pense que c'est important, fait que je vais continuer. Donc, concernant le conseil de quartier, je suis administratrice de mon conseil de quartier. Mon conseil de quartier n'a pas été informé. Moi, quand je suis arrivée sur le conseil de quartier au mois de septembre, là, il n'y avait aucune idée de ce projet-là. Et la rencontre de ce soir, on n'a pas reçu de convocation pour des chutes Montmorency. Mais on est sur le territoire de Saint-Michel. Il n'y a pas de je vais juste le préciser, mais à ma connaissance, il y a. Ben, c'est parce que notre quartier. Madame, je ne veux pas. Oui, excusez, s'il vous plaît, mais je comprends votre point là-dessus précisément, puis je sais que ma réponse ne va pas vous satisfaire, mais c'est certain qu'en fait, on est techniquement dans le quartier Saint-Michel pour lequel il n'y a pas de conseil de quartier. Donc, c'est sûr que généralement, ben, le réflexe, c'est se diriger vers le conseil de quartier qui est directement concerné. Dans le cas qui nous concerne ce soir, je suis désolée, mais ça ne concernait pas votre conseil. Je vous ai dit que vous ne seriez pas satisfait. Oui. Écoutez, j'entends bien votre propos. J'entends bien que les mesures de communication pour vous n'ont pas été suffisantes. C'est très entendu. Je suis au moins contente d'entendre que vous avez bien reçu l'invitation. Il y a effectivement 2400 invitations en porte-à-porte qui ont été distribuées. Ce sont des opérations qui sont très coûteuses. Je le mentionne comme ça. Donc, je pense que de ce côté-là, oui. Écoutez, je ne vais pas trop sortir de mon rôle d'animation. Ce n'est pas mon rôle de défendre la ville ce soir, mais mon rôle ce soir, c'est plutôt de vous entendre et de pouvoir et de faire que cette communication-là. Puis écoutez, je le mentionne aussi, on a des gens de la ville qui sont en ligne. Il y a la conseillère en communication qui est au dossier. Elle vous entend en ce moment même. Donc, écoutez, c'est bien pris en note. Puis, parce que c'est quand même 2400. Je n'avais pas le chiffre, c'est pour ça que je me suis tournée vers Mme Mauger, mais c'est quand même 2400 invitations porte en porte. On est allé plus large que le périmètre d'influence parce que normalement, on a un périmètre en fonction des zones. À notre demande, on a demandé qu'il y ait plus de gens qui soient informés, donc c'est 2400. Parce que si on regarde le nombre de résidences directement autour, quand on parle de la zone d'influence, on en aurait envoyé probablement. Mais est-ce que je comprends que le quartier dans lequel ma résidence se trouve, sur la rue Rouvière, qui est le secteur que je vous ai mentionné, je vous ai dit, est-ce que vous connaissez l'avenue, la rue Sérénité? Moi, je pense que ma résidence fait partie d'une des plus près du site. Alors là, je ne comprends pas comment ça se fait que le conseil de quartier des Chutes Montmorency ne serait pas impliqué et Saint-Michel, c'est... Puis ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde aussi ce soir-là. Puis ça explique pourquoi les gens sont pas tant au courant. Bien, il y a 2400 avis porte-en-porte qui ont été distribués quand même. Malgré le fait que le conseil de quartier n'est pas informé, il y a quand même 2400 porte-à-porte qui ont été faits. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, ça ne relève pas du fait que votre conseil de quartier n'a pas été informé. Je comprends vos préoccupations, puis le fait que vous sentiez que vous auriez dû, votre conseil de quartier aurait dû l'être, mais les quartiers, les conseils de quartier, c'est quelque chose de très délimité parce que moi, par exemple, j'en ai deux, j'ai Loretteville, les Châtelles, et ça coupe carré en plein milieu. D'un côté, c'est un, puis de l'autre côté, c'est l'autre, puis on ne convoque pas un et l'autre des deux conseils de quartier à chacun des projets. Donc, dans le contexte du conseil de quartier, je comprends votre préoccupation, mais il y a vraiment une délimitation des quartiers de par la structure des conseils de quartier, mais je vous rassure, il y a 2400 dépliants porte-en-porte qui ont été passés, donc ce n'est pas le fait que le conseil de quartier n'ait pas été invisé qui fait que... Non, ce n'est pas juste ça mon point, là, mais... on a bien compris. Je pense que vous aviez... Oui, on va poursuivre avec... Je pense qu'on a fait le tour du premier sujet. Tout à fait. Sinon, moi, je voulais quand même revenir sur le choix du site. Oui, c'est zoné industriel, mais c'est des opérations d'une nouvelle envergure. Puis, lors de la première rencontre, ce qui a été beaucoup manifesté, c'était évidemment toute la problématique avec le secteur privé. Tu sais, je comprends que la Ville de Québec, après, arrive puis nous dise, nous, on va se comporter différemment, puis on va être un bon citoyen, mais vous ne réglez quand même pas notre problème, tu sais. Puis vous en ajoutez une couche dans un endroit où on vit déjà tellement de problématiques. Tu sais, on parle du concassage, il n'y en aura pas tant que ça, mais on a aussi des explosions juste une fois par semaine qui font vibrer nos résidences. Puis quand on est en télétravail, tu sais, l'écran vide comme ça, là, tu sais. On a aussi des camions. J'ai déjà lu dans un article du Soleil plus de 800 camions par jour sur Louis XIV. Ça, c'est pas réglé. La poussière, le bruit.
et un nouveau site qui va nous apporter des nouveaux inconvénients. Tu sais, je comprends là, que vous allez faire des efforts là, pour mitiger tout ça, mais là, je ne vis pas dans un monde de Kalinours non plus. Là, ça va créer des nouveaux inconvénients. Donc, tu sais, le boulevard Louis XIV, rendu à la hauteur de la rue de la Sérénité, là, ça n'a de boulevard que de nom. Ce n'est plus un boulevard, c'est une voie, mais malgré tout, on vit tous les inconvénients d'un quartier industriel. Moi, ça m'amène à la question de l'aménagement du site. Je ne suis pas une experte pour dire ça va être quoi l'activité qui va apporter le plus de nuisances. Le concassage, ça me semble assez évident que ça va être quelque chose. Les séparations des matériaux, ça va sûrement amener de la poussière, comme Madame disait précédemment, du bruit, les traitements des sols biologiques, possiblement des odeurs. Tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce projet-là. Ce que je me questionnais, c'est pourquoi les bâtiments administratifs ont été mis à l'ouest et non pas de l'autre côté, à l'est, proche du boulevard Louis XIV, où les résidences les plus proches se trouvent. Parfait. Merci. Est-ce qu'on pourrait ressortir la carte, puis peut-être revoir la distribution des bâtiments sur le site? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Oui, ben, en fait, c'est pour être près de l'accès. On a besoin de contrôler les matériaux entrant et sortant. Donc, c'est principalement ça la raison pourquoi ça a été mis à l'entrée. OK. Puis le bâtiment que vous nous montriez tout à l'heure, je pense que vous avez dit qu'elle allait être 10 mètres de haut, je ne sais pas, en je sais pas. Ça, c'est les dômes. Oui, les dômes qui vont être juste ici. À droite, là, justement. Oui. Ça va mesurer 10 mètres de haut. Je n'ai pas la hauteur en tête, mais je pourrais vous revenir avec cette réponse. Est-ce que si c'est très haut, il va y avoir, vous allez le dissimuler? On va, en plus du bruit, ça va ressentir. Il y a des éléments sur l'écran. On a parlé d'un écran, la butte écran tout à l'heure. Oui, je serais étonnée qu'il soit à 10 mètres, là, mais... Je pense que vous avez dit que ça peut aller jusqu'à 10. C'est peut-être... Non, en fait, c'est la cheminée. En fait, pour le traitement des sols, puis suite à un de vos commentaires, il y aura pas d'odeur. Les sols, ils vont être sous une bâche et le fait d'attirer l'air, en fait, on vient capter toute cette air-là. Donc, il y aura pas d'odeur qui vont être émises. C'est très, très contrôlé. Puis là-dessus, le ministère est très regardant, là. Donc, c'est une méthodologie très, très répandue au Québec, là. Donc, là-dessus, en tout cas, je n'ai pas de crainte par rapport à ça, là. Sinon, pour terminer, je m'adresserai peut-être plus à Mme Asselin au niveau politique, parce qu'évidemment, c'est plus un problème politique, mais lors de la première rencontre, vous étiez là, vous avez entendu toutes les problématiques qu'on vit dans notre quartier, j'en ai reparlé. Moi, je trouve, malgré tout ce que j'ai dit précédemment, là, je crois quand même à l'approche gagnant-gagnant, et je me dis que ce site-là pourrait être une opportunité pour la ville de faire une route qui permettrait d'aller jusqu'au boulevard Raymond et de nous débarrasser du camionnage une bonne fois pour toutes. Et c'est très malheureux que suite à la première séance d'information, il n'y ait rien qui a été réfléchi en ce sens-là. Oui. Puis, tu sais, je suis déjà venue là, au conseil municipal pour demander s'il allait avoir un prolongement du boulevard Lloyd Welch et la réponse, ça a été non, mais ce n'est pas le seul accès qui existe. J'avais noté, moi, le 2714 boulevard Louis XIV, il y a une pancarte bleue de la Ville de Québec, service de l'eau et de l'environnement. On a quelqu'un en ligne qui ne peut pas être ici ce soir là, du service du transport, parce que je me souviens très bien à la fois de votre présence, de ce qui avait été demandé. M. Melançon était là aussi. Il y a eu des analyses qui ont été faites. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement les conclusions, mais il y a monsieur... Ben, oui, tout à fait. Alors, Dave, qui est conseiller en planification du transport et qui connaît bien le secteur. Dave, est-ce que tu aurais des éléments là, par rapport à la prolongation du boulevard Lloyd Welch? Absolument. Vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Effectivement, pour faire la petite histoire du boulevard Lloyd Welch, là, dans les années 90, il a été consolidé. Puis à l'époque, il s'appelait le boulevard de Paris, tout comme la partie Armand-Paris au sud. Donc, à Beauport, à l'époque, il était prévu de raccorder ces deux artères-là. La problématique qui s'est pointée, c'est que tout juste au sud du boulevard de Lloyd Welch, là, dans l'axe où on veut le prolonger, ben, le terrain est extrêmement contaminé. C'est une ancienne sablière qui a été remplie autour du tournant des années 80. Puis, bon, il y a la présence de biogaz, c'est clôturé, il y a des sondes, il y a un système de captage aussi pour ventiler le site.
Donc, il y a encore une volonté de prolonger le boulevard Lloyd Welch, mais cette option-là est très coûteuse pour l'instant. Donc, il faudrait mutualiser les besoins pour amortir cet investissement-là. Il y a effectivement beaucoup, si on oublie le camionnage, là, si on regarde juste les débits de circulation, c'est environ 800 véhicules aux heures de pointe le matin et l'après-midi, essentiellement en provenance ou en destination de Sainte-Brigitte-de-Laval, qui a connu un grand essor démographique dernièrement. Donc, il y a un réel besoin de soulager le boulevard Louis XIV jusqu'à l'avenue Larue ou le boulevard Raymond et la rue Bertrand également, où il y a beaucoup de transit. Donc, ce prolongement-là éviterait aussi le camionnage dans la partie Louis XIV vers Courville, donc vous mentionnez, qui est seulement permis de jour la semaine, le samedi, interdit la nuit et le dimanche. En parallèle, je peux vous dire qu'il va y avoir une révision de tout le réseau de camionnage d'interdiction sur le territoire de la Ville de Québec, parce qu'actuellement, c'est des règlements qui sont des anciennes villes avant la fusion du 1er janvier 2002. Donc, il va y avoir une réflexion, il faudra réaliser des comptages aussi pour voir c'est quoi les options qui se présentent à nous. Maintenant, l'option de prolonger Lloyd Welch jusqu'à Armand-Paris, pour l'instant, n'est pas sur la table, est souhaitée. Là, on regarde d'autres options. Est-ce que de prolonger Armand-Paris pour aller rejoindre Sérénité, où il y a actuellement un feu de circulation, qui pourrait intercepter les débits? Ça aussi, c'est une option pour longer la piste cyclable actuellement. Donc, c'est dans les cartons, mais ce n'est pas quelque chose qui est simple, mais ça fait longtemps, même à Beauport à l'époque, c'était souhaité de raccorder ces deux artères-là. Merci, ça répond quand même à la question. C'est sûr que moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est de dire ça coûte cher, ben ça va continuer à coûter cher. Puis les prix vont. Fait que moi, l'argument monétaire, alors que dans la première présentation aussi, on nous disait la Ville va sauver 5 millions par année avec le nouveau site. Ben, est-ce que nous, citoyens de Beauport, on peut profiter un peu de ça puisqu'on contribue collectivement à récupérer l'ensemble des matériaux de la Ville de Québec? Donc, moi, je pense qu'il y a des décisions politiques à prendre dans ce sens-là. Puis si c'est Sérénité, c'est sûr que c'est moins bien que Lloyd Welch, mais c'est déjà mieux que d'avoir du camionnage, 800 camions par jour. Puis moi, j'ai assisté, vous dites là, 800 aux heures de pointe, là, 800 véhicules. J'ai assisté à un atelier sur l'avenue Larue. Il me semble qu'on disait entre 10 et 15 000 véhicules qui circulent sur Louis XIV, avenue Larue. C'est un artère qui n'a pas de bon sens. C'est des débits journaliers, ça. Mais le moment... Ouais, c'est ça, le moment critique dans une journée, c'est toujours aux heures de pointe. Là, fait que ça donne effectivement des milliers de véhicules par jour. Là. Mais ce qui provient de Lloyd Welch, là, le matin, c'est 800 véhicules qui descendent, puis l'heure de pointe de l'après-midi, c'est 800 véhicules qui proviennent de Louis XIV, soit via Bertrand, Raymond ou Louis XIV. Bon, ben merci, ça fait le tour, je pense. Puis je garde espoir qu'au niveau politique, on va continuer à regarder ça, surtout qu'on va accueillir ce centre. Merci. Merci beaucoup. Les mains se baissent en ligne. J'espère vraiment que je ne suis pas déséquilibrée. Là. Si jamais, là, je donnerais priorité tout de suite, mais j'ai de moins en plus. Je suis rendue avec 3 personnes en ligne. En tout cas, si jamais, n'hésitez pas. Sinon, l'outil Q&R là, que j'ai toujours sous l'œil. Monsieur au micro. Bonjour. Bonsoir. Je remercie mes 2 voisins, Mme Croteau et M. Roy, qui ont posé des excellentes questions. Et nous habitons tous dans la même rue. Puis ce que nous vivons est hors du commun et franchement inacceptable. Je trouve que c'est un très beau projet. Je supporte fortement et agréablement l'idée de récupérer et réutiliser. C'est essentiel dans nos jours. Par contre, on vient de rendre compte que la Ville va sauver 5 millions par année. Nous, la valeur de nos maisons est moins élevée à cause des inconvénients qu'on vit actuellement avec la carrière. Puis moi, j'ai une proposition à vous faire pour être proactif, parce que quand je suis arrivé, je ne pensais pas que j'allais sortir d'ici avec des idées d'impropriété vis-à-vis ce projet. Mais maintenant, je les ai au niveau de la manque de transparence, qui est clairement, moi, je n'ai pas eu aucun avis, ni pour la consultation l'année passée,
Et ce soir, c'est tout sauf une consultation. C'est une déclaration que le projet. À quelle adresse vous habitez, monsieur, juste pour vérifier si vous êtes dans le territoire de distribution? 56 Rouvière. Donc, moi, ce que je propose, c'est que c'est le temps que la Ville soit proactif pour aider tous ceux qui ont les inconvénients déjà de la carrière, ainsi que les inconvénients qui ont été énumérés ce soir, puis que vous devriez au minimum, conjointement avec la carrière et avec la province, fournir des services de nettoyage intérieur et extérieur pour tous ceux qui vivent avec des piscines noires, des maisons noires, les maisons à l'intérieur noires, des voitures noires. Ça nous prend de l'aide financière pour avoir une qualité de vie, des pompes pour ceux qui souffrent de l'asthme, donc la province. Il y a un paquet d'affaires. La santé des individus est impactée. Je fais de l'asthme, mon fils fait de l'asthme. Quand il est en résidence chez moi, il souffre des problèmes. Quand il est chez sa mère, dans le quartier Montcalm, il ne souffre pas les mêmes problèmes pour son asthme. Et c'est dû à la poussière qu'on reçoit de la carrière. Puis je trouve que c'est un projet très coûteux, puis ça serait très raisonnable, même incontournable, que vous aidiez les citoyens dans votre quartier vis-à-vis de tous ces inconvénients. Sinon, c'est pas hors de question que vous faites face à des recours collectifs pour notre santé, la valeur de nos maisons, puis notre vie qui est impactée au quotidien. La neige dans ma cour est noire. Ma piscine l'été est noire. Puis ça va juste aller en s'empirant, pas en s'améliorant vis-à-vis de ce projet. Parfait. Merci. Merci à vous. Peut-être un dernier commentaire parce qu'il y a eu une consultation l'an dernier, une seule. Une séance d'information et d'échange, oui. Parfait. Donc, compte tenu de ce que j'ai entendu suite à l'intervention de Mme Croteau, est-ce que la Ville serait ouverte à en tenir d'autres? Parce que moi non plus, n'eût été d'Audrey, je ne l'aurais pas su ce soir. Et puis, je pense que ce serait de démontrer de la bonne foi et de la transparence de la part de Ville de Québec d'organiser une autre consultation et puis de s'assurer au moins d'avoir l'opinion d'un maximum de personnes. Donc, selon moi, d'après ce que vous avez entendu ce soir, et des préoccupations, parce que je n'ai pas entendu quelqu'un qui est venu applaudir là, puis dire que c'est un bon projet, je pense que ce serait faire preuve de bonne foi et de transparence que d'organiser une autre séance de consultation. Puis, je pense que, regardez, tout le monde serait gagnant par rapport à ça parce que quand je regarde ça, je ne suis pas sûr que ça va susciter l'enthousiasme quand ça va commencer à générer de la poussière et qu'on va commencer à avoir les résultats. Merci beaucoup. J'aimerais que vous preniez ça. Merci beaucoup. Puis votre proposition, elle est très concrète. Le seul élément que je peux apporter là-dessus à ce stade, c'est que l'adoption, elle est prévue. Pour l'instant, le règlement, il n'est pas adopté. Donc, c'est dans la... On va laisser ça aux personnes, aux autorités concernées de prendre les décisions appropriées en fonction des propositions qui ont été faites ce soir. Puis je pense que c'est ça, avec M. Gosselin et M. Melançon. Vous voyez les préoccupations des citoyens comme moi. Oui. Je pense que ce serait intéressant pour vous de pousser dans ce sens-là parce que je peux vous dire que j'ai une femme qui s'occupe de ma petite actuellement à la maison et elle est très préoccupée par ça aussi. On n'est pas les seuls. Merci beaucoup. Madame. Bonjour, Christine Gagné de la rue Rouvière aussi, il faut croire qu'on s'est donné le mot. Moi, dans le fond, c'est une question par rapport au bruit des camions, parce qu'avec ce que vous avez montré, puis par expérience qu'on a vécue avec l'ancienne carrière La Chose à neige, le dépôt à neige, c'est quand le camion recule, c'est les bruits de camions qui reculent dès 6h30 le matin, aller jusqu'à 5h le soir, qui fait que
quand on est rendu à la retraite, on veut dormir un peu. Fait que l'été, c'est impossible ou parce que les camions, ça passe sur Jean 23. Puis, fait que là, je me dis, est-ce que chaque fois, les camions qui vont circuler, ils vont-tu reculer à chaque fois, puis avec les claquages de panneaux qui finissent plus? Parce que ça, on l'a vécu aussi, là. Fait que c'était une question, comment ça va rouler les camions? Parce que vous disiez, il va en avoir quand même beaucoup. Oui. Fait que je comprends que les choses vont arrêter le son pour ce qui est de, j'appelle ça l'entrepôt, la gestion de tout ça. Mais pour la gestion des camions, est-ce que ça va être efficace aussi? Tout à fait. Bien, merci beaucoup de vos questions. Peut-être que d'une part, on pourrait revenir là, sur le circuit des camions, puis ensuite les éléments précis par rapport à ces camions-là. Tu sais, on les entend souvent, là, les enjeux de bébé, puis de claquage de benne, puis tout ça. Oui, puis ceux qui étaient là l'année dernière, je m'étais illustrée dans le bruit d'un camion à large bande. Là. Ça ne me dérange pas de le refaire ce soir, mais c'est ça. Mais en gros, la ville de Québec, c'est une nuisance partout sur le territoire. Puis à chaque nouveau contrat que la ville donne, elle impose en fait que tous les camions soient équipés d'une alarme de recul à large bande. Donc avant, au lieu que ça fasse bip bip, ça va faire psh, psh, psh. C'est ça. Donc ça va être beaucoup moins agressant, on va dire, que effectivement le fameux bip bip de recul. Donc ça, c'est la première des choses. Toute notre machinerie aussi vont avoir cette alarme de recul à large bande. C'est pas une grosse modification sur un camion. Là, il n'y a pas besoin de remplacer un camion pour mettre ce boîtier. Ça se fait quand même très bien. L'autre chose aussi, c'est au niveau de la circulation de ce site-là. On privilégie, à part à l'entrée qui va être à double sens, mais le reste c'est quasiment sur un seul sens de circulation pour justement éviter les manœuvres de recul. Parce que les manœuvres de recul, c'est aussi un risque au niveau de la sécurité. C'est une manœuvre plus risquée que d'aller tout droit. Donc, on a privilégié un sens unique pour justement limiter les manœuvres de recul. Est-ce que tu as la carte où on voit le... Là? Ah oui, oui, en gros, c'est ça. Quand ils vont rentrer, ils vont obligatoirement devoir passer par cet endroit-là. Donc, soit ils doivent aller à la partie traitement, puis ils vont suivre cette voie, ou sinon, ils vont aller vers le centre. Puis là, ils vont décharger directement sur l'air, puis ils vont repartir dans ce sens-là. S'ils ont besoin d'être chargés dans les dômes, ils vont passer par les dômes, puis après ça, ils ressortent. Donc, comme ça, on limite les manœuvres de recul. Merci. Je vois des signes d'assentiment pour la question. Monsieur, je vois circuler, je vous entendais faire des commentaires, allez-y. Alors, bonjour, mon nom est Christian Côté, je suis un résident de la rue Chabriand, donc tout proche de Rouvière. Vous comprendrez que c'est une rencontre, puis je comprends qu'au niveau de la Ville de Québec, on voit toujours le jamais dans ma cour. Ça, je peux bien comprendre que c'est pas facile de mettre un projet comme ça dans un endroit où ça va être accepté par l'ensemble des citoyens. Vous comprenez qu'ici, c'est une frustration compréhensible des citoyens qui habitent un quartier qui est un très beau quartier, mais qui est devenu au fil des ans caractérisé par des accumulations de poussière épouvantables, des dynamitages à répétition. Moi, quand j'ai acheté en 94, on m'avait mentionné à l'époque, même au niveau de la ville, qu'il y avait des opérations limitées au niveau de la carrière, et je peux vous confirmer que ça n'a jamais été le cas. Ça a été le cas peut-être dans les premières années, et depuis le tournant de l'année 2000, là, ça s'est vraiment empiré. On ne peut jamais sortir chez nous sans être obligé de... On ne peut jamais recevoir des gens à l'improviste sans sortir avec 3 seaux pour aller laver tout ce qu'il y a d'extérieur. Alors, vous avez compris que c'est la poussière, c'est la noirceur sur la neige, etc. J'ai 6 petites questions. Mode de contrôle post-installation. Je sais que vous avez parlé tout à l'heure que les capteurs n'étaient pas déterminés encore. Là, j'étais un peu inquiet là, parce que j'espère que s'ils ne sont pas déterminés, ce n'est pas parce qu'ils n'en existent pas, c'est parce que peut-être qu'on veut trouver la meilleure technologie. Alors ça, c'est ma première question. Et je veux savoir aussi à quelle fréquence là, qu'on va prendre ces mesures-là.
Parce que je suis confiant que vous avez fait les analyses, mais faire des analyses d'abord et les faire a posteriori quand l'usine est en opération, ben, c'est évidemment deux choses. Est-ce qu'il va y avoir aussi un endroit, j'ai compris mes collègues résidents du même quartier que moi, est-ce qu'il va y avoir un endroit où ça va être plus facile d'avoir un endroit centralisé de prise de plainte ou de commentaires, de choses comme ça? Je pense que ça pourrait être quelque chose de positif quand on a un méga projet comme ça. Je comprends que c'est le seul dans la Ville de Québec qui est comme ça. Fait que si on pouvait avoir un endroit centralisé qui va éviter de nous renvoyer au ministère de l'Environnement, par renvoyer, on voudrait éviter les 12 travaux d'Astérix, là, si c'est possible. Ça vous dérange-tu si on répond à une fois, parce qu'à cette heure-là, après 6, le cerveau se souviendra de la première. Parfait. Tout à fait. Ben, en fait, c'est ça. Fait qu'il y avait des questions assez précises là, sur les capteurs et la fréquence des captations. Alors, les capteurs, c'est juste qu'on n'a pas fait l'acquisition du matériel encore. Donc, au niveau de la plateforme de diffusion des données, puis la fréquence, je ne peux pas me prononcer tout de suite et prendre d'engagement. Il y a plusieurs technologies qui existent. Il y a des technologies de mesure en continu des particules, mais qui sont plus ou moins précises. Et il existe des unités qui permettent de faire un décomptage beaucoup plus précis, mais pour lesquels il faut récolter un filtre, l'envoyer à l'analyse pour avoir le décompte plus précis. Donc, c'est des données qui sont journalières. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Nous, on pense que ça prend surtout les données qui sont peut-être un peu moins précises, mais plus en continu, de sorte à ce qu'on soit capable d'ajuster si on a des conditions météorologiques X qui se mettent en place, ajuster nos opérations pour venir réduire certaines opérations dans des conditions défavorables. Ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas en place ponctuellement une mesure beaucoup plus précise pour venir en quelque sorte valider les données qui sont prises sur une base quotidienne. Donc, ça, c'est pour les capteurs. Parce que, par exemple, dans Limoilou, il y a une initiative qui s'appelle Limoilaire, qu'on est en train aussi de déployer du côté du quartier Prime-Vert, où il y a énormément de chauffage au bois, puis il y a une espèce d'effet de cuve qui se crée. Donc, on est en train de déployer ce type de capteur-là. Puis comme M. Alibert le disait, c'est un faisceau qui calcule le nombre de fois qu'il y a une particule qui passe devant le faisceau lumineux. Donc, ça ne dit pas ce que c'est. Ça pourrait être du poil de chat, puis ça ferait exactement le même signal. Mais ça permet d'avoir une idée journalière, d'heure en heure ou de jour en jour de la variation. Puis autrement, ben, comme M. Alibert, même chose du côté de la station Prime-Vert, on a des filtres où là, on est capable de dire ben, il y a du carbone qui vient particulièrement du chauffage au bois, qui ont une caractéristique chimique identitaire. Donc, ça permet d'avoir vraiment plus une idée de la source que juste un décompte quantitatif. OK, puis ces sites-là que ou ces mesures-là qui sont déjà en place dans d'autres endroits, est-ce que c'est une information qui, de façon annuelle, il y a des rapports, il y a des qui sont accessibles aux citoyens? Les citoyens ont accès en continu à une plateforme où ils peuvent voir l'ensemble des sites. Puis, ce qui est intéressant avec des capteurs, c'est qu'on peut les positionner de sorte à ce qu'on soit capable d'avoir une mesure en amont du vent, puis en aval, pour arriver à évaluer une contribution de nos activités. Parce que effectivement, quand on s'installe à côté d'une carrière comme ça, quand on a un vent d'est et qu'ils sont en activité en amont de chez nous, ben, nous, on va être capable de connaître qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort pour connaître notre contribution. Donc ça, c'est l'avantage du capteur comparé à une station fixe qu'on placerait au milieu, par exemple, et qui, elle, récolterait les particules, peu importe d'où elles viennent. Ça va. Mon deuxième point, c'était l'endroit centralisé de plainte, des choses comme ça. Écoutez, je le sais que les citoyens n'aiment pas toujours qu'on le rappelle, mais en fait, le meilleur endroit pour la ville, la porte d'entrée de la ville, c'est le 3-1. Et si je peux démystifier, qu'est-ce qui se passe avec le 3-1? Donc, le 3-1, d'ailleurs, qu'on peut appeler. Il y a une application maintenant. C'est très facilité. S'il y avait des photos, ça s'envoie facilement. Écoutez, à rendu une fois au 3-1, c'est quelqu'un qui dispatche, donc qui a une très bonne connaissance, en fait, de tout l'organigramme de la ville et qui sait à qui envoyer la plainte. Si, bien sûr, ben, il faut que ça fitte, là, mais généralement, ça se passe bien de ce côté-là. Et à ma compréhension, comment ça se passerait? Par exemple, vous qui connaissez peut-être ce côté-là de l'interface. C'est sûr que le centre de valorisation serait identifié, donc il aurait quasiment sa boîte, donc le 3.1 adressé directement
la plainte au centre de valorisation. C'est un peu comme si vous faisiez une plainte pour le dépôt à neige. Quand vous le faites, ben, le service qui gère les dépôts à neige les reçoit et les traite. Pour l'incinérateur de la Ville de Québec, c'est pareil. C'est pareil? Oui. OK. Le centre de récupération des matières organiques, le centre de biométhanisation, les usines de traitement d'eau. C'est l'ensemble de nos infrastructures villes n'ont pas chacun leur boîte, mais via le 3-1, ça arrive dans chacun leur boîte. Mais parce que si on vous donne une adresse courriel aujourd'hui, un changement de structure, changement de personne, c'est pour ça que maintenant, on a cette... On va souhaiter que les suivis soient plus faciles parce que ça fait des années qu'on parle du déneigement, où est-ce qu'on se fait aviser de ne pas stationner dans les rues. Puis nous, à Beauport, moi, dans mon coin, là, je sais qu'on a fait un choix de déneigement de pistes cyclables. Je ne reviendrai pas là-dessus, je pense que vous n'êtes pas ici pour ça. Mais je peux vous dire, dans mon coin, là, on va se stationner ailleurs. Moi, je loue un espace parce que j'ai des enfants qui ont des autos. Et puis, la ville passe 1 semaine et demie à 2 semaines plus tard. Alors, tu sais, c'est toujours ça. Il ne part jamais. Là, puis ça fait 5-6 ans que je le demande. Mais bon, alors, on n'est pas tout à fait ni sur le même poste budgétaire, ni la même équipe, je pense. Mais dans ces cas-là, puis je vous le dirais, parce que même moi, personnellement, il m'arrive d'appeler au 3-1. Je n'ai pas de passe droite. Puis plus souvent qu'autrement, j'ai un genre de professionnel qui me rappelle et qui est très professionnel et qui m'explique bien. Mais même les élus, pour vous rassurer, si par exemple, un citoyen m'appelle pour me dire qu'il y a une lumière de brûler sur ta rue, moi, soit je lui dis faites le 3-1, puis s'il me dit je ne ferai pas ta job à ta place, parce que ça arrive des fois, j'appelle moi-même le 3-1, mais je n'ai pas d'autres portes d'entrée, même si on connaît bien les équipes pour ce type de plainte. La troisième question, comment va-t-on s'assurer du respect des citoyens dans ça? Est-ce qu'il y a des consultations post-début d'opération qui sont prévues peut-être après 12 mois, 24 mois de fonctionnement? Est-ce que la Ville est ouverte à ça? Je pense qu'on peut le prendre comme recommandation à ce stade-là. Si je peux dire aussi... En 2028. Oui, ça, je comprends ça, parce qu'on est quand même... Oui, allez-y. En fait, c'est ça. Moi, c'est ce que je travaille proche des gens du 3-1, puis les personnes là, qui ont fait tous ces systèmes là, pour que les suivis soient plus efficaces. Puis je vous dirais que quand il y a plus il y a un nombre de plaintes pour un même sujet à un endroit, ça fait en fait véritablement sur une carte interactive, un gros point rouge qui grossit. Donc, c'est sûr que ça devient facile d'identifier. Mais ça pourrait être agréable de prévoir un suivi post-installation, surtout dans la mesure où on est quelques rues là, qui sont beaucoup plus proches et qui sont les plus touchées. Donc, je pense que ça pourrait être assez facile là, de communiquer avec les gens. Moi, un de mes souhaits, ce serait de faire des portes ouvertes, comme justement, des fois, on peut visiter des centres de tri, c'est de pouvoir justement, avec les citoyens qui sont directement impactés, d'avoir ce privilège de voir justement ce centre-là, comment il va être monté, puis les mesures qu'on va mettre en place, puis... Ça peut être bien ça aussi, mais tu sais, si on peut, dans ce contexte-là, être en mesure, nous, après un certain temps d'opération, on va le laisser faire son rodage au départ, je comprends. Moi, je reçois ça de façon très positivement. Puis on a aussi, comme je vous disais, la commission consultative sur la qualité de l'air où on va avoir un sous-chantier qui va s'adresser justement à toutes les activités de carrière sablière. Ça n'en est pas une, mais c'est quelque chose qui peut s'y apparenter. Puis, tu sais, ce que j'entends beaucoup, là, puis je comprends vos préoccupations, c'est qu'il y a des nuisances actuellement, puis on arrive avec un projet qui peut préoccupé. La cour est pleine déjà. La cour est pleine au même titre que dans les secteurs industriels, comme par exemple dans Limoilou, il y a déjà la White Birch, il y a déjà d'autres activités. Quand on ajoute quelque chose, c'est toujours une goutte de plus dans l'océan des nuisances. Fait que je comprends que ce que les gens nous disent, c'est pas on est contre le centre de valorisation, c'est qu'on vit déjà des enjeux en termes de nuisances de d'autres propriétaires privés. Sur lesquels la Ville a moins d'impact. Sur lesquels on a moins de contrôle, mais j'entends bien que les gens ne sont pas contre le projet, mais que vous avez des préoccupations parce qu'actuellement, il y a des nuisances autres que le site. Qui nous touchent directement. Puis, tu sais, avant, il y avait le dépôt à neige qui n'était pas nécessairement plus facile à gérer. Fait qu'on veut bien s'intégrer dans ce milieu-là, mais on comprend bien qu'il y a des nuisances qui viennent d'entreprises privées, puis on veut les adresser à la commission consultative sur la qualité de l'air parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir, du côté de Jean Talon aussi, il y a des entreprises privées, puis on a régulièrement des gens qui nous disent que ce n'est pas top là, en termes de contrôle environnemental. Ce projet-là, il faut le faire. On pense que c'est le bon endroit, mais on prend nos responsabilités comme ville.
Mais on veut aussi adresser plus largement ces enjeux-là parce que ce sont des réels enjeux, puis pas juste chez vous, là, sur d'autres sites. Ah, tout à fait. Puis pour vous rassurer, nous, de toute façon, c'est sûr qu'on espérait tous que ce soit Jean Talon, puis on comprend que les gens de Jean Talon avaient d'autres préoccupations aussi. Très sincèrement, on a regardé Jean Talon. Oui, c'est ça. Mais malheureusement, c'est pas donné. Oui, j'aurais une petite suggestion. Par mon parcours professionnel, j'ai été impliqué dans la gestion de plusieurs carrières sablières partout au Québec et encore aujourd'hui. On va vous engager. Donc, moi, si j'avais, et les lignes de concasseurs, là, je connais très, très bien les lignes de concasseurs. Que ce soit des concasseurs mobiles, que ce soit des concasseurs sur place directement dans les carrières. Si j'avais une recommandation à vous faire, c'est qu'au moment où, sur la ligne du concasseur, ça va tomber dans le chargeur ou dans le camion, c'est qu'il y ait effectivement des brumisateurs de bon volume qui soient là, parce que la poussière, c'est beaucoup là qu'elle m'arrive. Je peux vous le dire par expérience. Alors, c'est sûr que ce serait souhaitable que ce ne soit pas juste, on va mettre des petits brumisateurs, mais qu'il y ait un système de brumisateurs en place parce que c'est là que ça va se passer. Ouais, et on aura effectivement un gros brumisateur type canon à neige là, qui sera sur place. Bien ça. Parfait. C'est bon. Parce que quand on fait du MG20A, MG20B, MG112, etc., il y a beaucoup de poussière. Oui, puis je dirais qu'une carrière sablière, là, ça produit. Là. Oui, nous, à côté, là, on va être un très petit joueur. C'est ça. Mais on va espérer que durant la période concentrée, parce que j'ai compris, vous ne le ferez pas toujours, hein, durant la période concentrée, bien, qu'on concentre aussi les mesures d'atténuation. Oui, puis on va privilégier aussi les bonnes conditions météorologiques. On ne fera pas ça s'il y a des grands vents. On va essayer de faire ça quand on n'est pas à la période sèche, plutôt période humide, où justement, on a déjà tendance à ce que la poussière soit basse. On va privilégier tous ces éléments-là si on doit faire du concassage. Puis si jamais il y en avait beaucoup, comme M. Alibert disait tantôt, ben, il n'y a rien qui empêche de prendre 3 camions d'aller le faire ailleurs. Là. Tout à fait. C'est parce que ce n'est pas l'activité principale de ce site-là. C'est vraiment pour dépanner quand on se retrouve avec des gros morceaux pour éviter de les promener. Mais si ça devenait des volumes trop importants, la ville n'a pas de gain à faire du concassage. C'est vraiment pour se dépanner, mais ce n'est pas ça l'objectif du site. C'est vraiment de revaloriser ce qu'on a parlé tantôt, sable 0,3 quarts. Je comprends que quand on va refaire l'avenue Larue, c'est toujours drôle de dire ça, mais quand on va refaire l'avenue Larue, je comprends que les résidus d'asphalte de l'avenue Larue ne seront pas dirigés là de façon. C'est pas ça le but. Ça se peut qu'il reste un morceau. On ramasse, on passe sur le gratteur, puis on ramasse un morceau, mais l'objectif, ça va aller ailleurs. C'est vraiment les couches. En dessous de l'asphalte qu'on souhaite. Je comprends que la ville est aussi ouverte à diminuer le nombre de camions si jamais vos capteurs démontrent que le nombre de particules est trop élevé ou il y a un impact au niveau poussière qui est trop important, là, le nombre quotidien de camions par jour. On veut ajuster nos opérations en fonction des résultats qu'on aura. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Vous avez une liste de questions? Oui. C'est terminé. Je vous remercie. Merci. Ça faisait du 6? Je sais pas. Est-ce qu'on aurait, moi, j'ai pas de main levée en salle, là, en ligne plutôt. Est-ce qu'on aurait une... Ben là, je pense qu'on va faire... Tout à fait. On va faire les contre-vérifications nécessaires pour la question de la distribution des avis. Parce que si on a payé pour 2400 puis ils ne sont pas rendus, on va poser les questions pertinentes. Merci. Une deuxième. Oui, bien sûr, Mme Boutin. On parlait du Conseil de quartier des Chutes-Montmorency. Ce serait peut-être intéressant de le rajouter dans votre liste d'envoi. Puis s'il y a un comité qui s'installe, comme l'incinérateur, ce serait peut-être intéressant de mettre le conseil de quartier, même s'il n'est pas dans la zone, il est à côté puis il y a un impact. Je vais juste dire le conseil de quartier des Chutes-Montmorency, ce serait... Madame, elle serait peut-être intéressée. En fait, du côté faites référence au comité de vigilance de la gestion des matières résiduelles, notamment à cause de l'opération de l'incinérateur qui nous oblige à mettre en place un comité de vigilance. Du côté des carrières sablières, ce qu'on a fait, c'est la commission consultative sur la qualité de l'air a un commissaire citoyen dans chacun des arrondissements. Pour Beauport, c'est Jonathan Garneau, qui est le commissaire, qui est un citoyen qui a soumis son curriculum vitae. Il y a eu plusieurs par arrondissement, chacun. On en a un là à Haute-Saint-Charles parce qu'on voulait... la qualité de l'air, c'est beaucoup un enjeu qui a été porté par les conseils de quartier des quartiers centraux.
autour des zones plus industrielles, mais on sait qu'il y a des enjeux de qualité de l'air partout sur le territoire. Il y en a pour les poêles à bois dans d'autres secteurs, il y en a pour des carrières sablières. Fait qu'on voulait que tout le monde de la ville soit représenté, non pas seulement les conseils de quartier à proximité d'un usage. Donc, c'est pour ça qu'on a une commission consultative avec des commissaires citoyens de chacun des arrondissements. Donc, il va y avoir des sous-groupes de travail, mais c'est le représentant, le commissaire citoyen là, qui va venir vraiment adresser ces enjeux-là auprès de la commission consultative, mais avec le ministère du Transport, avec le ministère de l'Environnement. Fait au lieu de travailler ça à la pièce, comme dans un comité de vigilance, mettons, on en fera un pour votre secteur, bien, quand vous venez pour vous adresser au ministère de l'Environnement, puis vous êtes un groupe de citoyens, bien, le ministère de l'Environnement, il entend des groupes de citoyens à la grandeur de la province. Donc, en centralisant au niveau de la commission consultative sur la qualité de l'air avec 3 élus, des commissaires de chacun des arrondissements, on vient se donner une force de frappe. On a des gens, des médecins pour l'environnement, on a un représentant, on a des représentants de plusieurs... Comme celui-là de Joanne Elsener qui est là aussi. Celui-là du port de Québec, oui. ça tu rapport? Oui. Ou bien c'est-tu le même? En fait, même le comité de vigilance des activités portuaires, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on les ramène sous la commission consultative sur la qualité de l'air, compte tenu que ce sont les mêmes groupes citoyens qu'on voit dans plusieurs comités qui adressent les mêmes enjeux aux mêmes personnes. Puis finalement, on veut essayer d'avoir une force de frappe municipale parce que nous autres aussi, il faut cogner comme ville à la porte du ministère de l'Environnement. Hein. Moi, je peux pas prendre, si je prends le téléphone, j'appelle au ministère, je suis juste la Ville de Québec. Fait que, il y a des enjeux qu'on a de la difficulté à porter nous-mêmes en tant que ville auprès de certains ministères. Donc, on travaille là-dessus, mais le ministère de l'Environnement, c'est le ministère de l'Environnement, puis la ville n'a pas de... On ne peut pas appeler et dire, nous autres, ben, on a un enjeu avec une carrière, débarquer puis venez voir ça. On est aussi dans une espèce de ligne d'attente avec le ministère pour un paquet d'affaires. OK. Jonathan Garneau. Oui. C'est qui exactement? C'est un citoyen. Dans notre quartier. Non, on se Est-ce sort qu'on un peut petit rentrer en On contact sort avec un petit peu, mais je pense que Mme Masselin, vous êtes présidente de la commission je préside la commission de la qualité sur l'air. Il est commissaire qui vient de l'arrondissement de Beauport. Il est commissaire puis il représente l'arrondissement de Beauport. Mais est-ce qu'il reste à Beauport? Absolument. Absolument. OK. Merci. Merci à vous. C'était la prémisse, il fallait qu'il reste dans l'arrondissement qu'il représente. Parfait. Ben, je ne vois personne se lever. Dernière chance. Ah, la dernière chance. Bonsoir. J'ai pour les capteurs que vous avez dit, est-ce qu'ils vont être opérationnels 6 jours par semaine ou simplement lors des opérations du centre? Si on opte pour des capteurs tels qu'ils existent actuellement dans d'autres projets, ça marche en tout temps. OK, parce que, en tout cas, par connaissance, moi, qu'est-ce que le monsieur parlait, les poussières, j'ai eu la connaissance de ça, ça se faisait le matin, ben de bonne heure, vers 5-6 heures du matin, on entend une odeur d'asphalte. Fait que votre capteur, il ne dira pas d'où vient la poussière, probablement, là, mais peut-être ça va peut-être pas venir de votre centre de valorisation, mais ça va venir des entreprises à côté. Les poussières de notre propre lieu d'opération dans ce contexte-là. En fait, mettons qu'on a un vent du nord-est, si on met un capteur à l'est puis un capteur à l'ouest, on est capable de savoir qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort. OK, exactement. Puis suite aux analyses de capteurs, ben, j'espère que ça ne sera pas ça prend 1 mois, 2 mois après les analyses. Que pouvoir faire un effet veut dire d'aller voir de pouvoir régler le problème. Autrement dit, peut-être ça ne viendra pas de vous, ça va venir dans une autre industrie. C'est un règlement à la ville qui peut imposer un peu d'amener les données. On va commencer par consulter puis pouvoir faire la deuxième. Autrement dit, régler le problème du monsieur ou la mère. En lien avec la qualité de l'air, on essaye d'avoir un peu plus les coups des franges sur notre territoire, mais la compétence du suivi de la qualité de l'air, elle incombe au ministère de l'Environnement. Donc, en créant la commission consultative sur la qualité de l'air, on veut essayer d'avoir un lien beaucoup plus direct, puis arriver à convaincre le ministère de l'Environnement de nous laisser un peu plus de marge de manœuvre dans nos interventions. C'est ce qu'on souhaite.
Pour l'instant, on est en échange, il y a de l'écoute, mais concrètement, ils ne nous ont pas donné plus de pouvoir pour qu'on soit capable de le faire. Alors, pour ce qui est du suivi de la qualité de l'air en lien avec nos propres opérations, c'est pas comme faire du suivi de la qualité de l'air ambiant à l'extérieur des infrastructures municipales. Donc, voilà, c'est là où on est un peu les pieds et poings liés avec ça, mais en tout cas, on travaille fort. Je vous assure qu'on travaille fort pour essayer d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Bon, je vous souhaite, parce que Parce qu'il y a Montréal, par exemple, qui a demandé au ministère de l'Environnement d'avoir la compétence à la fois de l'analyse et de l'application réglementaire. Donc, la Ville de Montréal peut installer des stations de mesure et ont aussi le pouvoir d'émettre des sanctions en cas de dépassement, ce que les autres villes du Québec n'ont pas. Oui. Donc, nous, si on veut installer une station pour mesurer la qualité de l'air, le ministère ne nous reconnaît pas ni la compétence. Donc, même si on avait la même station qu'eux, qu'on faisait analyser nos filtres au même endroit, on ne pourrait pas émettre un constat parce qu'on n'a pas cette reconnaissance-là de la compétence en qualité de l'air. Ça fait partie des grandes frustrations qu'on vit, que moi, je vis depuis 3 ans, d'être obligé de dépendre d'une structure externe pour appliquer des règlements qui touchent la qualité de vie des citoyens de la Ville de Québec. C'est un peu frustrant, mais on a la même chose sur les autoroutes. C'est le ministère du Transport, c'est pas nous autres. Les villes sont des créatures issues du provincial, donc on est pris avec des pouvoirs qu'on a ou qu'on n'a pas. Puis en qualité de l'air, quand les gens nous disent on se fait pitcher au ministère de l'Environnement, la Ville ne peut pas arriver puis émettre un constat à une entreprise en lien avec la qualité de l'air. Il y a certains éléments sur lesquels on peut, mais d'autres sur lesquels on n'a pas la compétence reconnue du ministère. C'est ça. Comme vous dites, là, c'est très bien. Le monsieur nous demande d'être transparent, mais c'est l'interprétation des données qui est compliquée. Là. C'est beau avoir le chiffre, mais tu ne sais pas c'est quoi que ça te dit. Là. Si je peux me permettre là, pour conclure aussi, mais tantôt, il y a des projets qui ont été mentionnés dans certains quartiers, mais il existe l'organisme Revolver, c'est un jeu de mots, comme un revolver, mais avec AIR à la fin. Puis en fait, c'est des projets justement là, sur l'analyse de ces données-là. Ils ont leur propre capteur, c'est un peu avec la ville, mais avec les conseils des quartiers aussi. Donc, je sais que le conseil des quartiers de Vanier, en ce moment, va aussi ouvrir son projet. J'en parle parce que je sais qu'on a des membres de conseil des quartiers dans la salle. Donc, en tout cas, si jamais ça peut... Mais ça ne permet pas de donner des contraventions, ça permet de bien comprendre. De bien comprendre. Quand c'est une initiative citoyenne, la Ville, si elle n'est pas le promoteur de ce projet-là, le ministère de l'Environnement le tolère, finalement. Parce que dans le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, c'est les municipalités qui sont visées comme ne pouvant pas faire le suivi de la qualité de l'air. Mais s'il y a un projet, une initiative citoyenne et que les citoyens, eux, disent moi, je vais faire le suivi, finalement, ils ont le droit. Ils n'auront pas le droit effectivement de mettre des constats d'infraction, puis l'interprétation peut être soumise à l'avis du ministère, évidemment, mais de disposer de capteurs puis de partager l'information. Nous, on ne peut pas le faire sans demander une autorisation, mais les citoyens peuvent le faire de leur propre initiative. Puis toutes les initiatives citoyennes sont les bienvenues. On veut travailler sur la qualité de l'air. C'est une priorité, c'est une préoccupation. On a mis en place cette commission-là parce que ça nous préoccupe. Donc, dans la mesure des pouvoirs qu'on a, on va financer, par exemple, des initiatives citoyennes de mesures de qualité de l'air parce que les citoyens, étrangement, comme l'a dit M. Libert, ont le droit de le faire, alors que les municipalités, on ne pourrait pas, nous, déployer nos propres stations de mesure ou nos propres capteurs. Donc, mais on travaille avec les conseils de quartier qui veulent mettre en place ce type d'initiative-là. On est all-in là-dedans. C'est ça qu'on veut connaître les choses. On veut pas se mettre la tête dans le sable ou dans la poussière, mais on veut savoir ce qui se passe, mais on veut aussi éventuellement avoir plus les coups des franges pour appliquer les règlements qui vont nous permettre de ce qu'on souhaite. Merci. 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 Une mini-question, puis on va diriger vers la fin. Oui, pour Mme Huard. Le concasseur, est-ce qu'il est déjà sur place ou c'est un sous-traitant qui vient concasser quand vous allez concasser, par exemple, des résidus de... Ce sera, étant donné que ce n'est pas l'activité, c'est sûr qu'on ne fera pas l'acquisition, on va le louer. OK, mais ce ne sera pas nécessairement un sous-traitant qui va arriver avec son concasseur. Puis si c'était le cas,
vous allez vous assurer que les mesures de... Oh oui, c'est sûr. Là, il ne pourra pas faire ça 12 heures par jour. Là. Parfait, c'est bon. Ce sera bien détaillé dans le contrat. Donc, c'est ça. On n'a pas prévu d'acquisition parce qu'on ne sait même pas si on va vraiment le faire ou pas. Sûr. Parce qu'il y en a qui ont des conventions mobiles qui font ça, mais il faut s'assurer qu'ils vont respecter. Oui, tout à fait. Okay. Merci. Puis on apprécie toujours les différentes expertises, là, incluant celle des citoyens. C'est très apprécié. Puis également, tu sais, toute la, comment dire, l'alerte citoyenne aussi, être très alerte. La science citoyenne. La science citoyenne, exactement. Madame Asselin le connaît bien. Alors, je pense que ça nous amène vers la fin de la séance. Donc, on vous remercie beaucoup là, de votre participation très respectueuse. C'est très apprécié. Il y a un rapport, là, comme je l'ai indiqué, qui va être fait de la rencontre ce soir. La suite des choses est entre les mains de vos élus. Ils ont été présents ce soir, ils ont pu entendre. Également, c'est toujours un moment intéressant là, pour les professionnels qui travaillent très fort pour ces projets-là. Et ces moments d'échange là, sont très riches. Donc, j'arrête là-dessus, puis je cède le vrai mot de la fermeture là, à Mme Asselin. Bon, j'ai déjà parlé plus que ce que je pensais, mais sincèrement, on veut faire un beau projet. C'est un projet qui est novateur, c'est un projet important, c'est un projet qui, au niveau de l'environnement, au niveau des GES, au niveau du camionnage, va apporter des gains. On n'a aucun avantage à ne pas faire un beau projet et un bon projet. On va être les opérateurs de ce site-là. C'est la crédibilité de la ville qu'on met au jeu. Donc, c'était important pour nous que ce soit un projet ville, que ce ne soit pas quelque chose qu'on confie à un sous-traitant après. Donc, c'est important pour nous. On va avoir les embauches nécessaires. Le personnel qui va travailler là va travailler là. Ça va être des gens qui vont avoir le sigle, le Ville de Québec sur leur logo, sur leur chandail, sur leurs vêtements de travail, avec toute la fierté que ça implique. Donc, puis soyez assurés qu'en tant qu'élu, on va suivre ça de près. On parle de 2027 pour le début des opérations, puis je retiens bien l'idée de faire un post-mortem 1 an plus tard pour être capable à la fois de transmettre les données, d'entendre vos préoccupations, mais on veut vraiment réaliser un beau projet, puis je comprends qu'il y a déjà des nuisances, on ne veut pas en ajouter, mais on veut travailler globalement, comme je vous ai dit, à réduire ces nuisances-là, puis avoir les coups des franges pour le faire. Mais ce projet-là, il nous tient à cœur, puis on veut faire quelque chose de bien avec les employés de la ville qui, en général, font l'excellent travail. On regarde le centre de biométhanisation qui va super bien. Les employés, il n'y a pas de plainte, ça se passe bien. Le travail se fait bien. On veut une installation de cette qualité-là. On ne lésinera pas sur les moyens pour y arriver. Donc, merci beaucoup. Puis, ça va être la fin de la soirée. Et j'en profite pour remercier Mickaël qui nous a accompagnés à la technique, bien sûr.